toutes les démocraties occidentales et européennes en particulier traversent une crise profonde. Une crise démocratique, une crise de valeurs, une crise existentielle, caractérisée par un divorce de plus en plus profond, en tout cas un fossé de plus en plus profond entre les élites et la population. Nos amis américains, devenus un pouvoir sans puissance, sans contrepartie, et ce sont des apprentis sorciers qui malheureusement entraînent avec eux tout le monde occidental dans une chute qui a commencé, puisque nous pouvons dire que depuis les années 2010-2020, on est dans un grand basculement du monde, et c'est-à-dire que c'est la fin du règne de l'Occident sur la planète. L'homme du renseignement, généralement, est toujours mieux informé que le décideur. Seulement, l'homme du renseignement est censé être neutre, puisqu'on lui demande d'être très factuel, alors que le politique ne l'est pas. Le politique va prendre une décision en fonction des éléments d'information qu'on va lui transmettre, mais de ses intérêts personnels, de la manière dont il doit diriger le pays, de d'autres canaux d'influence de son entourage qui peuvent le porter. Nous ne nous intéressons qu'aux faits. Si les faits dérangent, eh bien tant pis, on sera des Cassandres, on va apporter une mauvaise nouvelle à un président de la République ou un ministre, mais on sait que pour prendre ses décisions, il faut qu'on lui donne un élément qui est important. Eric de Nessé, bienvenue. Bonne année 2025. Merci de la disponibilité. Merci à vous, merci de votre invitation et tous mes voeux également à vous et à tous les auditeurs de Swissbox Conversation. Merci. J'avais pour ma part hâte de vous recevoir. J'apprécie particulièrement votre expertise. Et il faut savoir que vous êtes spécialiste du renseignement, directeur du Centre français de recherche du renseignement, et qu'à ce titre, je souhaitais démarrer notre entrevue en évoquant l'état du monde, critique selon moi, qui brûle de l'Est à l'Ouest par ses guerres et ses nombreux conflits. Et à ce propos, je me suis souvenu du récit du général américain Wesley Clark, qui racontait que juste après les attentats du 11 septembre 2001, alors qu'il était en visite au Pentagone, il avait rencontré un commandant haut gradé qui lui avait annoncé que le gouvernement avait décidé de renverser 7 pays dans un futur proche. D'abord l'Irak, la Syrie, le Liban, la Libye, la Somalie, le Soudan, et qu'ils allaient finir avec l'Iran. Donc est-ce que le dénominateur commun de tous ces problèmes et de toutes ces crises, je dirais géopolitiques et même de ces guerres, n'est pas du fait des États-Unis et que finalement le plan marche comme sur des roulettes? Bien sûr, vous soulevez à mon avis le sujet le plus essentiel des relations internationales contemporaines. C'est ce rôle, cette hégémonie, cette volonté de régenter absolument notre monde des Américains. Alors, nous le ressentons différemment, nous, en Occident, en Europe en particulier, parce que nous avons la même civilisation à quelque chose près que les États-Unis, mais le reste du pays, le reste du monde, le Sud global, l'Europe de l'Est, la Chine, le ressent d'une manière tout à fait différente, de manière encore plus, comment dire, plus violente que nous. Il faut reconnaître que nos amis américains, qui ont été pendant très longtemps la première démocratie du monde, qui ont été un modèle sur de nombreux sujets, qui nous ont permis à la fois de gagner la Seconde Guerre mondiale et après de venir à bout du totalitarisme communiste pendant la guerre froide, sont depuis la fin de cette guerre froide devenus un pouvoir sans puissance, sans contrepartie, et ce sont des apprentis sorciers qui malheureusement entraînent avec eux tout le monde occidental dans une chute qui a commencé, puisque nous pouvons dire que depuis les années 2010-2020, on est dans un grand basculement du monde, et c'est-à-dire que c'est la fin du règne de l'Occident sur la planète, comme nous avons pu le faire à peu près depuis 5 siècles. Je veux dire, globalement, depuis que Christophe Colomb a découvert l'Amérique, voilà, pendant 500 ans, avec différentes périodes, les Occidentaux ont dominé ce monde avec de vraies raisons, puisque je crois que ce qui différencie les civilisations, ce n'est pas la religion ni la couleur de la race, mais à mon sens, c'est l'esprit d'entreprise. Pas au sens économique, mais l'esprit d'entreprise, qu'on soit soldat, prêtre, commerçant. Et c'est ce qui, pendant longtemps, a été la grande force de l'Occident. Nous avons entrepris, nous avons voyagé, nous avons certes colonisé, certes commis un certain nombre de choses, mais qui n'a pas dans son histoire des zones d'ombre. Et malheureusement, ou heureusement, au bout de 5 siècles, ben, ces choses-là se terminent, ou vont se terminer, puisque les Américains ne sont pas décidés à accepter l'histoire et continuent à essayer de maintenir une hégémonie qui risque d'avoir des effets très négatifs.
Cette soif de toute puissance, vous pensez qu'elle va enfin, elle essaie de remplir quel intérêt? Puisque quand même, ça coûte beaucoup d'argent. Là, les États-Unis sont en guerre quasiment depuis leur création. On le voit que ben là, ils commencent à perdre beaucoup de leur prestige. En tout cas, hein. Le Sud global, si on peut l'appeler comme ça, s'aperçoit que ce n'est pas un partenaire de confiance, voire pire, un danger. L'Europe, muette, mais pourtant devrait se rendre compte, mais là, c'est très bizarre, parce que personne, en tout cas de nos élites, ne semble oser porter ne serait-ce que la moindre critique ou début de critique, même si apparemment ils le font un petit peu plus facilement ou aisément avec Trump que lorsque c'est les démocrates. Mais néanmoins, c'est quand même quelque chose de très timide. Et cet intérêt des Américains, sont-ils conscients qui gentiment le perdent et du coup s'y accrochent avec encore plus de ferveur et de violence, ou vous pensez qu'ils sont inconscients et puis finalement continuent business as usual? Mais je crois qu'il y a plusieurs strates dans la société américaine pour répondre à votre question. D'abord, le peuple américain ne se rend pas compte et ne s'y intéresse pas. Euh, je crois que nous avons eu une inversion de tendance sur le niveau général de la population entre l'Europe et les États-Unis à partir des années 80-90. Dans l'après-guerre, à partir de 1945 jusque dans les années 80, les campagnes, la vie quotidienne était beaucoup plus développée aux États-Unis qu'elle l'était chez nous à cause des retombées de la Seconde Guerre mondiale. Voilà. Et c'est vrai que lorsque l'on voyageait, moi j'ai lu des récits de voyage à cette époque, il y avait une vraie différence. Et puis petit à petit, les choses se sont inversées et je dirais qu'on a beaucoup plus de gens arriérés aux États-Unis aujourd'hui que dans les campagnes et sur le continent européen. Et ces gens-là, qui savent d'ailleurs souvent ne pas situer la France ou la Suisse sur une carte d'Europe, même à Stanford ou même dans des grandes universités, ça traduit un peu la mentalité américaine. Ensuite, il y a aux États-Unis des gens qui sont tout à fait conscients de cette évolution du monde, qui sont opposés à la guerre d'Ukraine, qui sont opposés à l'évolution. Ils sont malheureusement minoritaires. C'est le trait d'une démocratie, hein. On parlera peut-être d'Israël après, mais il y a aussi Bien beaucoup sûr. d'opposants en Israël à la politique de Netanyahou. Et puis, il y a les élites américaines. Et ces élites américaines qui sont les héritières directes de l'Empire britannique avec la manière dont les Anglais ont dominé le monde, veulent absolument continuer à dominer le monde. Alors, même au sein des élites, je vois, moi, deux corps tout à fait différents. Euh, Nous avons une fausse idée de ce que sont les démocrates en Europe, parce qu'effectivement, parmi les Américains qui voyagent et qui quittent les États-Unis, la grande majorité sont des gens éduqués et une grande partie sont des démocrates bon teint, on va dire plutôt sociodémocrates au sens européen du terme. Mais on ne mesure pas à quel point, depuis une vingtaine d'années, les démocrates sont devenus des néoconservateurs, finalement beaucoup plus expansionnistes et presque totalitaristes que ne le sont les républicains. On en a eu, je dirais, l'acmé avec le régime de Biden, qui a non seulement déclenché la guerre en Ukraine, mais qui soutient également Israël sur un certain nombre de sujets sur lesquels il ne devrait pas être soutenu, qui a été à deux doigts de déclencher une guerre contre l'Iran et qui aujourd'hui ne cesse de faire des provocations contre la Chine. Mais il y a aussi, et c'est le sentiment que j'ai, parce que là on est dans l'observation des premiers faits, dans l'entourage de Trump, à mon avis, et peut-être même chez Trump, là, des gens qui ont compris que le basculement du monde avait lieu et que les États-Unis, s'ils veulent rester en tête de l'humanité, c'est-à-dire s'ils veulent maintenir une domination, une première place, peut-être pas encore une hégémonie, ils se rendent compte qu'il faut qu'ils se réforment profondément. Et c'est, à mon avis, ce qui motive les équipes de Trump, qui ont des choix qui sont, à mon avis, sur un plan stratégique, beaucoup plus astucieux que ne le sont les démocrates, même si je suis choqué, comme tout le monde, de la volonté d'annexer le Canada, Le en tout cas Groenland, le Groenland, de retourner sur Panama. Panama. Mais on a là une logique de Trump qui se dit le monde change. Les BRICS représentent aujourd'hui en termes d'économie un niveau d'activité dans l'économie mondiale supérieur à celle du G7 occidental. Les BRICS représentent 50% de la population mondiale, ce qui n'est pas le cas du monde occidental. Donc il sent que les choses tournent. Et il est en train de vouloir rapatrier un certain nombre d'activités aux États-Unis, réindustrialiser les États-Unis, redévelopper l'économie, travailler beaucoup sur les questions énergétiques, parce que, à la différence de ce qui s'est passé depuis 50 ans, les Américains savent que maintenant, ils vont devoir compter sur leur marché intérieur.
et non pas uniquement sur l'exportation et le contrôle de ce qui se passe partout dans le monde. Et c'est à mon sens, j'ai envie de dire, la grande intelligence de Trump, même si je ne le supporte pas, parce que ça ne me regarde pas, je ne suis pas américain, mais je pense qu'il est moins dangereux que les néoconservateurs démocrates pour la paix dans le monde. Et d'ailleurs, ce n'est pas un belliciste. Et effectivement, on peut lui reprocher ce qui a été dit il y a quelques semaines sur le Canada, le Panama et le Groenland. Mais il y a là une logique qui me paraît, comment dire, beaucoup plus réfléchie. Est-ce qu'elle sera peut-être aussi dangereuse pour nous, Européens? Je le pense. Mais en tout cas, il y a quelque chose là qui montre qu'il me semble avoir compris ce basculement du monde qui est en train de se faire. J'observe quand même qu'il essaye de maintenir aussi longtemps le rôle prépondérant des États-Unis dans le monde. Alors, moi, je fais une comparaison historique. Euh, cette période de fin de domination du monde occidental, qui ne va pas être une chute abrupte, nous n'allons pas être rayés de la carte, mais je pense que nous allons vers du multilatéralisme, et si nous étions assez intelligents, nous accompagnerons ce mouvement plutôt que nous y opposer. Mais ça me fait penser à l'histoire du général Bélisaire, sous l'Empire romain d'Orient, avant que l'Empire byzantin soit définitivement séparé de Rome. Euh, Justinien ne contrôlait finalement que l'Asie mineure, une partie des Balkans, et parce que toute l'Italie et l'Afrique du Nord avaient été livrées aux Vandales. Et en 10 ans, entre 433 et 443, le général Bélisaire, qui était son chef des armées, a pu reconquérir de manière extrêmement efficace quasiment toute l'Afrique du Nord romaine et toute l'Italie, un peu le sud de l'Espagne. Mais ça a été finalement l'espèce de chant du cygne parce que ce sursaut de l'Empire romain d'Orient finalement a précédé de quelques années la chute définitive de l'Empire romain et c'est ce qui a donné naissance à l'Empire byzantin. Et je crains ou j'ai le sentiment que ce sursaut américain auquel on assiste déjà et auquel, à mon sens, on va continuer d'assister avec Trump, soit une espèce de sursaut qui ne fasse en rien ralentir, ni qui n'interrompe pas non plus ce retrait, ce reflux de la domination occidentale sur le monde. D'autant plus que, à mon avis et de mon observation, il gère les États-Unis comme on gérerait un business ou une entreprise, hein, c'est ça qu'il a fait dans sa vie, et non pas comme une nation fait d'hommes et de femmes. Donc je pense qu'il y a aussi une grande limite quand même à sa stratégie, aussi bonne soit-elle de manière économique, puisque je pense que on l'entend souvent parler de tarifs pour menacer ce genre de choses. Lui, c'est vraisemblablement le pouvoir de l'argent qui prend la place prépondérante dans sa pseudo-stratégie. J'ai envie de voir, parce que les 4 premières années où il a été au pouvoir, effectivement, il n'a pas commencé de nouvelles guerres, mais il n'y a pas eu de changement, j'ai l'impression, radical en termes de politique intérieure. C'est un petit peu blanc bonnet et bonnet blanc, comme on dit. Alors, vous avez raison maintenant. Moi, je dirais qu'il ne faut absolument pas comparer le premier mandat de 2016 à 2020 à celui qui commence la semaine prochaine, pour plusieurs raisons. La première, c'est que Trump est arrivé au pouvoir en 2016 par surprise. Personne ne l'attendait. Il était très mal entouré. Et donc, je pense qu'il avait beaucoup moins réfléchi à ce qu'il allait faire. Et deuxième raison, c'est que dès le début de son mandat et pendant les 4 années, il n'a cessé d'être attaqué et en justice pour des affaires qui ont toutes donné lieu à des non-lieux. Il a été attaqué par ses opposants démocrates, par la communauté du renseignement. Il y a eu un véritable, je dirais, une opposition contre lui qui l'a empêché de gouverner. Alors, est-ce qu'il aurait fait mieux s'il n'y avait pas eu ça? Je ne sais pas. Par contre, la situation est très différente aujourd'hui. Il est entouré de véritables équipes qui sont, à mon avis, extrêmement sérieuses. Alors, est-ce qu'il les a choisies lui-même? Est-ce qu'elles sont venues vers lui, qu'il y ait une sorte d'alliance? J'opterais probablement pour le second aspect, mais ça veut dire que Trump, au-delà de ses outrances verbales, est quand même beaucoup plus solidement charpenté politiquement que la première fois. Et donc, je dirais qu'il a aussi une politique, j'ai presque envie de dire culturelle ou civilisationnelle aujourd'hui, parce qu'il mène une action extrêmement virulente contre, on va dire ce qu'on appelle de manière globale l'idéologie woke et le wokisme, non seulement chez lui, mais dans le monde entier. On le voit par le soutien qu'il apporte grâce à Elon Musk à beaucoup de partis européens. Alors, que l'on qualifie selon qu'on est à l'extrême gauche ou au centre ou à droite de populistes, de conservateurs ou d'extrême droite. Mais en tout cas, tous ces mouvements-là sont en train de recevoir l'appui de Trump et de Musk. C'est finalement la prolongation d'une stratégie qu'avait commencé Steve Bannon il y a 8 ans. Mais je reviens sur un autre point que vous évoquiez, c'est qu'effectivement, Trump va être probablement un artisan de la guerre économique. Mais j'ai envie de dire, entre la guerre militaire et la guerre économique, la seconde fait quand même
moins de victimes que la première. Bien sûr, elle crée des faillites, elle crée des personnes qui perdent leur emploi, qui peuvent avoir de la pauvreté, en tout cas dans les économies occidentales, parce que les économies non occidentales connaissent déjà malheureusement ça. Mais malgré ces formes je dirais de défaites et de victimes, c'est quand même, quoi qu'on en pense, beaucoup moins dangereux que la guerre militaire qui a été déclenchée en Ukraine pour des intérêts américains finalement qui n'ont pas eu gain de cause. Un indicateur qui est intéressant, c'est quand même les trois tentatives d'assassinat, dont une qui a passé un cheveu. Comment analyser ça? Ça montre vraiment qu'il y a deux camps et qu'ils représentent une certaine cassure ou vous voyez ça comme des hasards, j'imagine pas, hein, mais je pense quand même que si on peut faire trois tentatives d'assassinat y passer si près, c'est qu'on n'était pas tout seul. Oui, bien sûr. Et puis d'abord, il faut rappeler que la société américaine est extrêmement violente depuis sa création, de la manière dont ils ont exterminé les tribus indiennes les unes après les autres jusqu'à parvenir à la côte Pacifique. C'est un pays où la vente, le port d'armes sont des choses libres. Le nombre d'hommes politiques et de présidents américains assassinés est, je dirais, presque un classique. Et donc, c'est presque une forme de résolution de certains problèmes. Je ne suis pas assez compétent pour parler de l'affaire de John Fitzgerald Kennedy. Est-ce que c'était l'État profond ou la mafia ou Oswald isolé qui l'a assassiné, mais on a eu bien sûr, comment dire, on l'a eu aussi contre Ronald Reagan et on l'a vu récemment bien sûr contre Donald Trump. Derrière ça, une question pour moi se pose, c'est quel est le rôle de l'État profond? Alors, encore une fois, je crois qu'il est important de préciser aux auditeurs que l'État profond n'est pas un monstre sans nom. Tous nos grands pays ont des États profonds. Je ne connais pas assez la Suisse pour vous donner des exemples, mais en tout cas, l'État profond, à mon sens, ce sont les structures profonde et permanente d'une société qui permettent, quelles que soient les évolutions politiques, de continuer à lui donner une colonne vertébrale. Si je prends un exemple, en Grande-Bretagne, l'État profond, ce sont essentiellement les grandes familles. Ça a été pendant longtemps les propriétaires terriens et qu'on avait à la Chambre des Lords parce que, quoi qu'il arrive, voilà, c'est la city, ce sont des intérêts. En France, l'État profond, c'est plutôt la haute administration. Un Balzac écrivait, c'est toujours très amusant, les politiques passent, mais la police reste. Mais voilà, l'État profond en France, c'est plutôt l'administration qui reste en place, même quand les gouvernements passent à droite et à gauche. En Union soviétique, ça a été pendant très longtemps le KGB et le parti. C'est-à-dire qu'on a dans chacun de nos pays un certain nombre de structures profondes qui ne sont pas nécessairement et rarement complotistes ou conspirationnistes. Voilà, aux États-Unis, l'État profond, là aussi, encore une fois, ce sont les grandes familles, les banques, les cabinets d'avocats qui contrôlent l'essentiel de l'économie et de la finance et qui se sont opposés, étaient très opposés à l'arrivée de Trump au pouvoir. Et en ce moment, c'est une grande partie démocrate, mais il y a aussi beaucoup de républicains. Et effectivement, cet État profond était totalement opposé à Donald Trump. Nous, beaucoup travaillé sur la manière dont la communauté du renseignement s'est totalement investie entre 2016 et 2020 pour essayer de renverser le président élu, avec des prises de position qui sont inadmissibles dans une démocratie de la part des dirigeants. Mais vu qu'ils avaient en plus pour eux le contrôle des grands médias, ils ont réussi à salir profondément l'image de Trump qui, encore une fois, pour moi, je ne porte pas de jugement sur l'homme, je ne suis pas américain, ce sera aux Américains de juger. Mais je ne suis pas surpris des tentatives d'assassinat. Je n'ai aucun élément qui me permette de dire qu'elles viennent de l'état profond, mais vous savez, l'impact des médias est tellement fort dans nos sociétés. Nos sociétés aujourd'hui produisent de plus en plus de gens qui sont fragiles psychiatriquement. Et quand en plus aux États-Unis vous leur donnez une arme, eh bien, on a les résultats que l'on a vus avec non seulement les attentats contre Donald Trump, mais aussi les tueries à répétition qu'on observe dans la société américaine. Je crois qu'il y en a une par semaine, et puis la majorité dans les campus ou les écoles. Oui, c'est vraiment catastrophique et pour moi, évident que ce n'est pas un modèle à suivre, mais l'Occident est encore un peu aveugle par rapport à ça. Si je vous avais fait venir, surtout, c'était aussi pour faire un point de situation sur le Moyen-Orient, puisque c'est là, à mon avis, votre grande expertise. Vous avez beaucoup écrit, beaucoup étudié, on peut dire, ce coin du monde. Et puis, ben, avec les événements de ces dernières années, qui évidemment ne démarrent pas le 7 octobre, on est d'accord. Et puis, plus récemment, les événements en Syrie, je pensais que vous pourriez peut-être reprendre un petit peu les éléments importants que l'on n'entend pas dans les médias traditionnels.
parce que on a tendance à nous présenter ça comme des éléments qui arrivent de manière séparée, alors que pour moi, tous ces éléments sont clairement dépendants, mais il est difficile pour un kidam ignorant comme je suis de vraiment, je dirais, relier les choses de sorte à faire un petit peu de sens. Du coup, ben, la Syrie, on avait déjà eu Maxime Shea à l'époque qui était venu, qui avait écrit un livre dessus, qui avait parlé de l'opération Sycamore, je crois. Et puis, ben là, surprise récemment, là, il y a quelques mois, enfin, surprise pour moi. Est-ce que c'était une surprise d'ailleurs pour vous que Bachar al-Assad soit renversé? Alors, je vous avoue que lorsque ça s'est produit, oui, j'ai été surpris. Alors, pour deux raisons, parce que nous travaillons beaucoup sur la question de l'Ukraine et de la guerre d'Ukraine et sur le rôle global des États-Unis. Donc, avec l'équipe, nous étions beaucoup plus sur cet aspect des choses que et puis bien sûr sur la crise autour d'Israël, à Gaza et au Liban, que sur la Syrie elle-même. Mais bon, très rapidement, on a eu des éléments qui nous ont permis de mieux distinguer ce qui s'était passé, ce qu'on n'a pas pu faire pendant les premiers jours. Alors d'abord, je dois faire amende honorable parce que il y a bien sûr une vingtaine d'années que je travaille sur le Moyen-Orient, mais ce n'est pas ma spécialité première. Je suis un spécialiste de l'Extrême-Orient, du Cambodge, de ces zones-là, et donc je ne parle pas l'arabe. Voilà, donc il y a des gens qui le connaissent mieux que moi, mais vu que j'ai beaucoup été dans ces pays et que ma démarche d'analyse du renseignement me permet d'aborder un certain nombre de sujets, voilà, je vais essayer d'apporter quelques réponses. Ce que nous avons vu sur la Syrie elle-même, plus exactement, je vais le dire différemment. Nous n'avons pas perçu, avec les quelques chercheurs qui travaillent sur le sujet, le basculement du régime de Bachar autant que nous aurions dû le percevoir. C'est-à-dire que nous nous sommes rendus à plusieurs reprises en Syrie en 2011, en 2013, au début de la révolution syrienne. Ça nous a permis à l'époque de mesurer que l'Occident et les Américains soutenaient les frères musulmans, donc des gens qui sont extrêmement dangereux, puisque je rappelle que l'idéologie des frères musulmans, qui est née en Égypte en 1928, est à l'origine de tous les mouvements terroristes sunnites, que ce soit les Jamaïs Islamiyah, les djihad islamiques et bien sûr Al-Qaïda. Donc tous ces gens-là puisent leur idéologie dans celle des frères musulmans. Et lorsque nous avons été en Syrie, nous avons été frappés par la chose suivante. Nous avons rencontré à l'époque à Damas, on pouvait encore le faire, beaucoup d'opposants à Bachar, qui avaient été en prison, en grande partie d'ailleurs sous son père, qui nous disaient, nous n'aimons pas Bachar. Il n'est pas aussi pire que son père, d'abord, il nous rappelait ça. Et deuxième chose, il nous disait, mais pourquoi est-ce que vous, Français et Occidentaux, vous soutenez des frères musulmans qui sont des djihadistes, qui ne sont même plus présents en Syrie depuis des décennies, qui mènent leurs actions depuis les frontières de notre pays, alors que vous ne soutenez absolument pas l'opposition intérieure que nous représentons. Et donc, on était revenu de ces différents voyages, puisque ça avait été confirmé par le fait que finalement, la population, entre deux mots, choisissait le moindre, et qu'elle, même si ça représentait que 52 ou 55% de la population syrienne, elle préférait soutenir un régime autocratique comme celui de Bachar, qui était loin d'être sérieux, en tout cas qui ne répond pas à nos valeurs démocratiques occidentales, mais qui, à leurs yeux, et j'adhère à ce point de vue, était infiniment plus supportable que les djihadistes qui arrivaient, qui s'en prenaient à toutes les minorités religieuses, qui pendaient les jeunes mariés, je dirais, aux réverbères parce que c'était des mariages chrétiens. Il y a eu des atrocités qui ont été totalement passées sous silence. Le régime syrien a failli tomber une première fois en 2015 et n'a été maintenu in extremis que parce que les Russes sont arrivés. Et puis, à partir de ce moment-là, je dois avouer que moi, j'ai un petit peu moins travaillé sur la Syrie et qu'on n'a pas vu que dans cette deuxième moitié des années 2000, entre 2015 et 2020, le régime a vraiment basculé. C'est-à-dire qu'il est vraiment devenu aussi pire que son père. Et c'est ce que nous disent depuis maintenant depuis 2 mois, pardon, nos contacts syriens avec qui nous entretenons toujours des relations, qui étaient dans une logique au début de dire on préfère Bachar que le chaos islamiste, et qui là ne pouvaient pas nous le dire par téléphone ou par Internet au cours des dernières années. Ils nous disent il était vraiment devenu aussi sanguinaire que son père. On vous Et il entend. souffre. Attendez, il y a eu voilà, les 10 dernières secondes, on avait perdu la connexion. Voilà. Euh, je Là, crois que c'est revenu, voilà. voilà. Donc je disais depuis Qu'il était aussi sanguinaire que son père, qu'il était devenu aussi, voilà. surtout, il était vraiment dans une logique de raquette de la totalité du pays, où lui et son clan et celui de sa femme Asma mettaient vraiment le pays en coupe réglée, probablement parce qu'ils ont pris tout l'argent qu'ils pouvaient avant de partir.
Ça, c'est un élément important que nous n'avions pas mesuré et ça explique pourquoi l'armée a refusé le combat quasiment, parce que se battre pour quelqu'un qui détourne autant de choses, il n'avait quasiment plus aucun supporter dans le pays et ça explique aussi les scènes de liesse que l'on a vues dans Damas comment dire, ces derniers jours. Maintenant, je pense qu'il faut aussi rappeler les choses. Notre société vit de plus en plus dans l'immédiateté, on ne connaît pas l'histoire, mais la Syrie vient, je l'espère pour elle, vient de terminer 13 ans de guerre. Au niveau de l'histoire de France, nous n'avons pas connu 13 ans de guerre depuis la guerre de 30 ans, sous Louis XIV. Même pendant la Seconde Guerre mondiale, ça a duré 6 ans. Même pendant les pires guerres de la Révolution, il y a eu 10 ans de guerre civile en France. Imaginons ce que c'est qu'un pays qui traverse 13 années de guerre. C'est-à-dire que le pays est totalement dévasté. L'armée, il n'y a pas de renouvellement de la population. C'est-à-dire que l'armée syrienne qui avait à peu près tenu contre les djihadistes soutenus par les Occidentaux, les Qataris, les Saoudiens, perdait des hommes régulièrement. C'est pas parce que les Iraniens envoyaient des troupes, c'est pas parce que le Hezbollah venait les aider, c'est pas parce que quelques milices afghanes ou irakiennes chiites, il y a eu à un moment donné un problème d'effectifs. Et le régime ne pouvait plus tenir. Tout laisse penser aujourd'hui que Bachar le sentait et qu'il a bien sûr préparé sa fuite. Pour moi, je pense que pour l'instant, nous sommes dans une phase d'observation. La population syrienne est plutôt assez satisfaite, des grandes villes de Damas, d'Alep est assez satisfaite. Les médias occidentaux, en revanche, ne font pas état des nombreux règlements de compte qui existent. Donc les choses sont beaucoup moins idylliques qu'il n'y paraît. On ne parle pas assez non plus de la politique turque vis-à-vis des Kurdes. Voilà, donc le problème, c'est que si la Libye rebascule dans une guerre civile, ce sera pire que ce qui se passe au Liban. Peut-être que ça ne va pas se produire. La Syrie ou Euh, la Libye? Pardon, la Syrie, ce sera pire que le Liban, pardonnez-moi. Non, non, ça n'a rien de comparable avec les Libyens. Parce que là, on a quand même des populations et des religions qui sont extrêmement diverses. Mais il semble qu'il émerge en ce moment un vrai sentiment national en Syrie où les gens en ont tellement marre de la guerre qu'ils sont plutôt mesurés et prêts à se rapprocher les uns des autres pour éviter que le drame continue. Mhm. Maintenant, les choses ne sont pas gagnées. Pourquoi? Il y a près de 3 millions de Syriens qui doivent retourner dans le pays. Or, le pays n'est pas capable d'accepter 3 millions de population. Il est totalement dévasté en termes de logement, en termes de nourriture, en termes de médicaments. Depuis que Al-Joulani est arrivé au pouvoir, les prisons ont été vidées. Si une grosse moitié des prisonniers étaient des prisonniers politiques, l'autre moitié étaient des délinquants, des violeurs, des gens de droit commun qui ont été lâchés dans la nature, qui ont pu récupérer des armes. Donc va se poser aussi un gros problème de sécurité intérieure. On sait que l'armée du gouvernement actuel essaie de récupérer des armes et n'y arrive pas totalement. Et puis, l'autre problème qui peuvent se produire, c'est que ceux qui vont rentrer vont vouloir récupérer leurs biens. Une partie de ces biens ont été détruits ou sont occupés depuis 13 ans par d'autres. Et là, ça risque d'entraîner des conflits. Donc, ce pays est vraiment comme une pièce de monnaie sur la tranche. Et ça peut tomber d'un beau côté ou ça peut tomber de l'autre. Et ça, c'est vraiment, encore une fois, cette année 2025 qui, sur bien des points, nous permettra d'y voir un peu plus clair. Certains disent également que la situation russe, c'est-à-dire son occupation, enfin, comme elle est préoccupée dans d'autres régions du monde, notamment évidemment en Ukraine, que la Russie, qui avait été d'une certaine manière le bouclier ou le garant de la non-chute de Bachar al-Assad, a pu jouer un rôle. Mais il semblerait que les Russes aient quand même, jusqu'à maintenant en tout cas, gardé leur base en Syrie. Est-ce que finalement les Russes ont fait un choix géostratégique de lâcher Bachar al-Assad? Oui, ça me semble maintenant évident. D'abord, je crois qu'il faut, si on reprend les choses dans l'ordre, cette opération a été lancée par la Turquie. Dans l'avancée des troupes de Al-Joulani et de Ayatollah al-Sham vers Alep, Damas et la prise des villes, les militaires et les officiers de renseignement turcs étaient présents à tous les niveaux. Les Turcs avaient fait préalablement une réunion avec les Russes et les Iraniens pour parler de ce qui allait se passer, et probablement comment dire, avoir la confirmation qu'ils n'interviendraient pas, mais aussi de leur donner un certain nombre de garanties. Et d'ailleurs, les Russes, on l'a vu, ont très rapidement évacué leurs bases le temps que les Israéliens fassent leur frappe. Les bases russes comment dire, de l'attaquer de Émé n'ont pas été menacées un seul instant.
les avions de transport russes ont largement permis d'évacuer les combattants iraniens qui étaient en Syrie pour les ramener chez eux. Donc il y a eu vraiment quelque chose de négocié auparavant. Alors c'était inévitable. Les Russes ne peuvent pas se battre sur 36 fronts. Ils sont beaucoup accaparés par ce qui se passe en Ukraine aujourd'hui. Ils ont envoyé un certain nombre d'auxiliaires comme les sociétés militaires privées du groupe Wagner en Afrique. Ils ont aussi des préoccupations, personne n'en parle en Asie centrale, autour du Tadjikistan et du Kyrgyzstan, où la remontée en puissance des mouvements islamiques de Daesh est extrêmement préoccupante. Et voilà, donc ils ont beaucoup de choses à régler. Ils ne peuvent pas continuer à intervenir en Syrie. Et c'est la même chose pour l'Iran, qui a vu non seulement son allié du Hezbollah subir des coups très très durs par Israël, lui-même a été victime de frappes, même si je pense qu'il y a match nul entre les frappes israéliennes sur l'Iran et les frappes iraniennes sur Israël. Mais l'Iran, à sa manière aussi, a décidé de se replier sur lui-même pour mieux préparer un éventuel conflit avec les États-Unis et Israël. Donc ça a laissé le champ libre aux Turcs en Syrie. Alors, ce sera malheureux pour les Kurdes, je le crains. Et puis, en plus, il y a eu un phénomène de cristallisation. C'est que, au même moment, les Israéliens, dans leur folie guerrière de ces derniers mois, de cette dernière année, ont décidé de profiter au maximum de la situation et ont totalement détruit l'arsenal et les infrastructures syriennes. Et les Américains, de la même manière, je rappelle que les Américains occupent une partie du territoire syrien de manière tout à fait illégale, dans lequel ils pillent le pétrole syrien pour l'exporter. Et on en profitait eux aussi pour mener des frappes sur Daesh, de façon à ce que Daesh ne profite pas de ce qu'aurait pu être un chaos syrien pour revenir. Donc il y a eu, je dirais, un maître du jeu qui a été les Turcs, puis très rapidement une cristallisation avec des Américains et des Israéliens qui étaient au courant de ce qui se préparait et qui en ont profité pour faire avancer leurs intérêts. Et ça, c'est un petit peu l'éléphant dans le couloir. Donc, Israël et Benjamin Netanyahou. Au tout début de cette transmission, je parlais du général Wesley Clark et du renversement de 7 pays. Moi, j'ai surtout l'impression que ça sert non seulement les intérêts américains, bien que c'est pas très clair, à part évidemment peut-être pour avoir sur la main sur certaines ressources. Trump, vous l'avez dit, avait s'était gaussé de voler le pétrole syrien. Mais est-ce que finalement, tout ça, c'est pas plutôt un plan israélien qui favoriserait quasiment exclusivement les Israéliens, même peut-être même plus que les Américains? Et des fois, j'ai un petit peu du mal à comprendre qui sert qui. Et probablement les deux, hein. Les Américains se servent des Israéliens et respectivement. Mais là, leur folie guerrière dépasse tout entendement, puisque là, on rentre vraiment dans un génocide. Hein, c'est pas un mot peu, un mot faux, c'est à mon avis le bon mot, mais surtout une folie de terreur. Qui n'a pas de limite et quand il parle, on se demande bien qui va rester debout sur cette planète, en tout cas au Moyen-Orient. Oui, alors moi, je serais un peu plus pondéré que vous. Enfin, je pense il y a une stratégie qui n'est pas nécessairement très appropriée de la part des Américains, dont profitent les Israéliens qui s'inscrivent dans cette stratégie pour faire prévaloir leurs propres intérêts. Parce que je crois qu'il ne faut pas non plus être totalement dans l'illusion sur la qualité des relations entre les États-Unis et Israël. Alors, pour revenir un petit peu en arrière, en fonction de ce que vous disiez de déclaration de Wesley Clark, nous avons avec le centre, mais avec d'autres amis francophones, qu'ils soient belges, algériens, maliens, organisé à partir de 2010 un groupe international francophone. Malheureusement, nous n'avions pas de représentants suisses avec nous. Ce groupe était à moitié français et à moitié francophone, et nous tenions à faire ça un petit peu comme les Américains, les Anglo-Saxons, les Five Eyes, où ils sont capables d'avancer entre eux. Et on s'était dit avec Yves Bonnet, qui est l'ancien patron du contre-espionnage français, Anne-Marie Lizin, qui était l'ancienne présidente du Sénat de Belgique, Saïda Benavides, qui a été présidente du Croissant Rouge algérien, qui est aussi l'ancienne sénatrice. On avait décidé de monter un groupe d'expertise francophone et nous avons fait tous les pays dans lesquels ont lieu des révolutions arabes, ou presque. Et nous avons, avec en plus cette différence de culture, belge, française, algérienne, et nous avions une bulgare francophone également avec nous, ça nous a permis de nous rendre compte de plusieurs choses. Que cette déstabilisation des printemps arabes avait été prévue et organisée par les Américains, dans un double but. Le premier, c'est de chasser un certain nombre de régimes qui étaient impopulaires,
et qui ne répondait plus nécessairement, je dirais, aux intérêts des Américains. C'était le cas de Moubarak, c'était le cas de Ben Ali, c'était bien sûr le cas de Kadhafi. Et puis, de l'autre, bien sûr, d'assurer à la fois que le but derrière ça, c'était de faire parvenir les frères musulmans au pouvoir. Tout ça remonte aux attentats de 2001. Je rappelle qu'après les attentats de 2001, les Américains ont tellement été surpris qu'ils ont demandé à plusieurs grands cabinets de conseil des analyses pour savoir pourquoi les Arabes détestaient autant les Américains. Et deux éléments sont sortis de ces analyses, qui ont été notamment faites par Elena Holton et puis par The Random Group. Et pour caricaturer, les deux principales conclusions, c'était de dire, un, les Arabes ne nous aiment pas parce que nous soutenons Israël, et deux, les Arabes ne nous aiment pas parce que nous empêchons l'instauration de régimes islamistes. Les Américains ont réfléchi, ils se sont dit, sur le premier point, nous ne céderons jamais. Sur le second point, si ces pays arabo-musulmans veulent des régimes islamistes, eh bien, nous allons les laisser les avoir. Sous-entendu, s'ils sont assez idiots pour vouloir ça, on va les aider. Et donc, à partir de 2002, on a vu se mettre en place toute une série de blogueurs, de mouvements d'opinion financés par la Fondation républicaine, qui est le IR, je me souviens plus et puis le National Endowment for Democracy, pour petit à petit faire en sorte que les frères musulmans enfin, est une image d'une forme d'islamisme modéré acceptable. Je rappelle que l'islamisme, c'est comme le nazisme, hein, où il n'y a pas d'islamiste modéré comme il n'y a pas de nazi modéré. Et donc les Américains ont créé toutes les conditions pour toutes ces révolutions arabes partout enfin, dans la zone d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient, pour faire en sorte que les frères musulmans arrivent au pouvoir. Ça n'a pas marché en Algérie, puisque le régime a pu distribuer de l'argent très rapidement. Ça a marché en Tunisie, où Enarda est arrivé au pouvoir. Ça a marché en Libye, où les gens de Misrata ont failli, et du groupe islamiste combattant libyen à Benghazi ont failli prendre le contrôle du pays, qui est toujours divisé aujourd'hui. Ça a marché en Égypte, où Morsi est arrivé, et ça a échoué, évidemment, en Syrie. Derrière ça, leur logique, c'était de dire, vis-à-vis des frères musulmans, on vous aide à arriver au pouvoir, vous instaurerez le régime islamiste avec la charia, mais vous vous engagez, un, à ne pas soutenir le terrorisme, donc rupture avec Al-Qaïda, deux, à privilégier les intérêts économiques américains, hein, sur le domaine pétrolier, et trois, à ne pas mettre en cause la sécurité ni l'existence de l'État hébreu. Et bien évidemment, les frères musulmans et tous les groupes qui sont liés à cette nébuleuse ont dit aux Américains ce qu'ils voulaient entendre. Bien sûr, on fera ça dès qu'on arrivera au pouvoir. Et donc, vous voyez, ça, c'était une stratégie américaine. Nous l'avons présenté dans un livre qui s'appelle La face cachée des révolutions arabes. Et quelques temps après, voilà. Et donc, certains disent, oui, mais vous savez, il y a la carte qui a été publiée un jour par Mhm. Oded Le Yinon. grand Israël. Oui, mais c'était un chercheur. Je ne dis pas que ça ne corresponde pas à un courant de pensée en Israël, mais à mon sens, ça n'a pas été une stratégie israélienne, ça a été une vraie stratégie américaine, dont bien sûr les Israéliens enfin, qui ne déplaisaient pas à Israël en tant que tel, sauf que ça a quand même créé le chaos à ses frontières, puisque les Israéliens préféraient le régime de Bachar, avec lequel ils étaient arrivés à une espèce de modus operandi, que finalement de voir ce pays déchiré par la guerre civile, puisque ça n'a fait qu'à attirer davantage les Iraniens et les gens du Hezbollah. Voilà. Donc, mon avis pour la stratégie, c'est une stratégie américaine qui, comme toujours, joue aux apprentis sorciers, donc a totalement échoué, puisque heureusement maintenant, quelques dizaines d'années plus tard, la majeure partie de ces régimes liés aux frères musulmans ont disparu. Ça a entraîné une régression de 10 ans pour tous nos amis de ces pays du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord. En revanche, là où il y a une vraie stratégie israélienne aujourd'hui, c'est depuis le 7 octobre. Effectivement, on ne peut pas. Alors moi, je dois reconnaître, je le dis sans, comment dire, avec force, je suis un soutien de l'État hébreu. Personne n'oublie ce qui s'est passé dans la Seconde Guerre mondiale. Il était légitime que le peuple juif est un État, comme il est, à mon sens, absolument légitime que le peuple palestinien est un État. Donc la solution à deux États me paraît pour moi la solution la plus évidente, bien sûr, même si les autorités israéliennes n'en veulent absolument pas. L'histoire est complexe, hein. Ce n'est pas ma spécialité, je le disais, le conflit israélo-palestinien est extrêmement complexe. C'est un petit peu comme la poule et l'œuf, hein, qui a commencé le premier, comment dire, les positions des deux côtés se basent sur des arguments qui peuvent avoir du sens et qui peuvent être contrebattus par d'autres. Mais en tout cas, je crois qu'il est important de dénoncer
les massacres et les attentats du 7 octobre, qui, je le rappelle, ont fait 800 morts civils et 400 militaires. Je ne considère pas qu'un militaire soit une victime en tant que tel. J'ai presque envie de dire, c'est faire insulte à un militaire de le faire passer pour un victime, qu'il soit israélien, Civil. du Hamas, iranien, français ou autre. C'est un combattant qui, dans le cadre de sa fonction, alors on peut être tué dans des conditions qui sont condamnables, hein, mais voilà. Et par contre, que les Israéliens aient décidé de réagir me semblait légitime. S'ils avaient fait une opération comme la vengeance de Munich, comme ils l'ont fait après les attentats aux Jeux Olympiques, et qu'ils cherchent à éliminer le Hamas, mouvement issu des frères musulmans, je les soutiens à 100%. Par contre, qu'une démocratie comme l'État hébreu, aujourd'hui, se livre à un véritable génocide, et pour 1200 personnes tuées, ce qui est bien sûr une atrocité, est fait aujourd'hui, alors on ne sait pas, entre 36, 40, 48 000 morts, c'est-à-dire 20 fois plus. C'est absolument inadmissible. Je dirais que beaucoup de juristes du monde entier, dont beaucoup sont loin d'être anti-israéliens, démontrent par A plus B qu'on est vraiment là, au-delà de l'épuration ethnique, dans un processus de génocide. Et donc ça, c'est tout à fait inadmissible. Et donc là, on doit bien sûr condamner de manière la plus forte, en ce qui me concerne, cette politique israélienne. Maintenant, si on enlève ce côté humaniste, et si on regardait comment Netanyahou se comporte, finalement, cet homme fait preuve d'une forme d'intelligence tactique assez étonnante, parce qu'il y a eu un alignement de planètes pour lui. Les événements du 7 octobre ont tellement choqué le monde qu'effectivement, il y a eu tout de suite un soutien de la totalité de l'Occident, et que nous avons, à tort, fermé les yeux sur une grande partie des massacres qui sont commis. Je rappelle, il se trouve que nous coopérons avec, au CF2R, dans mon équipe, avec des journalistes du journal Haaretz en Italie, en Italie, pardon, en Israël, qui est un journal d'opposition, qui bien sûr dénonce, lui, cette politique de Netanyahou. Donc il est important d'expliquer qu'il y a aussi toute une branche de la communauté, de la population israélienne qui est opposée à ce qui se passe. On sait très bien que si ça n'avait pas été Netanyahou au pouvoir, il y aurait eu aussi des représailles, mais elles n'auraient pas atteint de telles proportions. Donc Netanyahou et son régime de fasciste, même si l'expression n'est pas adoptée, de fondamentalistes, de juifs comme Benjvir et quelques autres, ont poussé les actions aussi loin qu'ils le pouvaient, entraînant avec eux dire la passivité européenne et le soutien des Américains. Et puis, ils ont décidé de s'en prendre au Sud-Liban, avec, sur un plan technique, des opérations magistrales en matière de renseignement. Mais ça, je ne les trouve magistrales que sur le plan technique. Puis après, ils se sont mis à frapper sur l'Iran. Ils frappent aussi sur les Houthis. Ils ont ciblé un certain nombre de milices irakiennes en Irak. Ils ont aussi, bien sûr, frappé le Hezbollah et les Iraniens comment dire, en Syrie. Et ils ont ensuite profité de la chute de l'État syrien pour détruire la totalité de l'arsenal et des infrastructures syriennes. Alors, Oui, encore une fois, envahir je ne le dis pas, Golan. Ils ont aussi et pris. envers le je ne dis pas que le Hezbollah ne représentait pas un danger pour eux. Je ne dis pas que les Houthis ne tirent pas régulièrement pour eux. Donc, qu'on riposte à une frappe de missile par une frappe de missile, c'est malheureusement dans l'ordre des choses. Mais finalement, il y a eu un alignement de planètes dont Netanyahou a profité à plein. Et on se rend compte que cet État, qui est seul, entouré, alors à 10 millions d'habitants, entouré de plus de 300 millions de personnes, qui vont lui être de plus en plus hostiles, hein, dans les années qui viennent, en conséquence de cette politique de riposte totalement démesurée. Ça préoccupe beaucoup de gens en Israël. Un certain nombre quittent Israël pour revenir en Europe, en raison de cette politique totalement excessive. Et voilà, je pense que les Israéliens se sont peut-être achetés 5 à 10 ans de paix face à une menace militaire éventuelle, mais qu'au-delà de cette date-là, la détestation, s'il n'y a pas de solution à deux États, sera encore plus forte dans tout le monde arabo-musulman à leur égard, ce que je trouve absolument dommage pour tous ces gens. Mais là, notre politique occidentale est tout à fait condamnable, à mon sens, sur ce point. Et je pense que nous devons, quand on regarde ce dossier, quand même faire une analyse un petit peu différenciée entre ce qu'est le régime Netanyahou, régime d'extrémistes tout à fait condamnable, la population israélienne elle-même qui l'a élu quand même pour une majorité, mais alors que d'autres ne l'ont pas fait, et puis les communautés expatriées, nos compatriotes juifs de France qui n'ont rien à voir avec ça, même si certains sont pour des raisons qu'on peut comprendre dans le pathos et en des liens familiaux, mais quand je vois l'antisémitisme se développer en France, je trouve ça absolument scandaleux. Autant je condamne le plus durement possible qu'il soit la politique de Netanyahou, autant je suis outré par les actes antisémites que l'on trouve sur notre territoire. Lesquels il y a une recrudescence d'actes antisémites? Oui, mais en Je suis pas au France, bien courant. sûr,
Ah oui, depuis plusieurs années, alors qui vient essentiellement du monde enfin, de populations d'origine arabo-musulmane. Voilà, c'est une vraie, c'est une vraie, et qui ne vient pas de l'extrême droite, hein. Même Bernard-Henri Lévy, dans un récent interview, expliquait qu'aujourd'hui, la haine du juif est beaucoup plus liée à la France insoumise, Mélenchon et tous ces mouvements-là qui, euh, au lieu de soutenir uniquement les Palestiniens, soutiennent aussi le Hamas. Voilà, et donc il y a une vraie préoccupation en termes de Oui. sécurité dans le pays sur cette question-là aujourd'hui. Alors, je dois dire que Henri Lévy, ça doit être la dernière personne sur cette planète à qui je qualifierais d'argument utile ou même véridique. Pour moi, c'est un clown, mais voilà, la question est autre. Moi, j'ai l'impression quand même qu'à force de s'attirer des ennemis, sans le soutien américain, et les États-Unis sont aussi un petit peu le pays auquel je ferais le moins confiance sur le long terme, c'est que le jour où les Américains, évidemment, on verra difficilement comment et pourquoi, mais le jour où les Américains retirent leur soutien à Israël, je pense pas que ce alors, vous avez parlé de légitimité tout à l'heure. Il faudrait déjà comprendre, et moi j'aimerais comprendre, en quoi Israël est-il légitime dans les frontières qu'il a déterminées lui-même aujourd'hui. Donc moi je remets déjà en question cette légitimité d'aujourd'hui. C'est quoi? C'est l'entier de la Palestine qui est légitime pour eux? Sur quelle frontière? Mais moi je voulais vraiment vous poser la question, est-ce que c'est intelligent pour un pays d'être comme ça dépendant d'une force étrangère? Qui plus est, les États-Unis, Alors, dont on disait tout à l'heure qu'ils étaient en déclin et qui, peut-être sur un temps plus long, ne pourront plus se permettre d'agir comme ils agissent aujourd'hui. Alors, premier point, Israël sans les États-Unis, effectivement, militairement, n'existe pas. Il y a d'un côté quelque chose qu'il faut reconnaître. Encore une fois, je ne parle que sur un plan technique, hein. Une très grande créativité, une très grande capacité des Israéliens à innover sur un plan militaire, parce que depuis 1948, finalement, ils se battent quasiment tous les 5 ans dans des conflits majeurs. Donc, ils font vraiment ils sont capables d'innovation majeure. Mais sans les financements américains, sans les armes et les munitions que leur livrent en permanence les Américains et que Joe Biden vient encore de livrer juste avant de quitter la Maison-Blanche, bien sûr que les Israéliens n'ont pas les capacités industrielles pour tenir tête à leurs voisins. Ça, c'est absolument indéniable. Dans la situation dans laquelle ils vivent depuis le 7 octobre, ils ont aussi bénéficié de la passivité, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, des pays de la région. Parce que aussi bien les Saoudiens que les Jordaniens, personne n'a envie de voir le Hamas prendre de la puissance, parce que c'est un mouvement issu des frères musulmans. Et puis, tous ces pays sunnites se méfient aussi un peu de l'Iran chiite, plus ou moins profondément d'ailleurs, et donc ça a aussi bénéficié encore une fois à Netanyahou. Maintenant, sur les frontières d'Israël, alors je le disais, et c'est pas pour m'échapper, je ne suis pas un spécialiste du sujet. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les frontières qui ont été définies par l'ONU à partir de 1948. Tout le reste, effectivement, sont des extensions décidées unilatéralement par l'État hébreu. Je ne dis pas que c'est bien ou c'est mal. Le seul parallèle que je ferai, c'est que il me semblerait intéressant que nous ayons les mêmes jugements pour tous les États, quoi qu'ils fassent. C'est-à-dire que lorsque Israël étend ses frontières en disant nous ne pouvons pas assurer notre sécurité dans la situation des frontières actuelles, si on l'accepte, alors ou on ne l'accepte pas et on ne l'accepte de personne, ou si on l'accepte pour eux, il est important de l'accepter aussi pour les Russes. Lorsque les Russes, depuis 2006, n'ont cessé de dire aux Américains que pour eux c'était un problème de sécurité d'avoir des missiles en Roumanie, en Pologne, et de voir une Ukraine adhérer à l'OTAN, on les a renvoyés dans leur but en disant vous n'avez pas à vous mêler de ça. Donc ce deux poids, deux mesures est ce qui décrédibilise plus que tout l'Occident, ce qui remet en cause le droit et les règles internationales issues de la Seconde Guerre mondiale. Donc là, nous avons, nous, une profonde contradiction. Moi, j'insiste sur un autre point qui m'amène à être très critique sur l'État hébreu. Un autre sujet sur lequel nous travaillons, c'est le Caucase et les conflits qu'il y a entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie, qui avaient lieu jusqu'en 2022, autour du 2020, autour du Haut-Karabakh. Le Haut-Karabakh, d'abord, toute cette zone du Caucase est historiquement une zone de l'Empire arménien du Moyen-Âge, qui a été le premier empire chrétien. Et puis petit à petit, cet empire s'est réduit comme peau de chagrin, jusqu'à ce que Staline, dans le cadre des provinces, des régions de l'ex-Union soviétique, ait attribué à l'Azerbaïdjan une terre historique et ancestrale des Arméniens qui s'appelle le Haut-Karabakh.
Pourquoi je vous dis ça? C'est qu'il y a eu un génocide terrible en 1915 contre les Arméniens et des génocides se sont produits à répétition jusqu'en dans les années 88 dans toute cette zone-là contre les populations arméniennes. Euh, Lorsque le conflit a eu lieu entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie ces dernières années, les Israéliens soutenaient l'Azerbaïdjan. Pourquoi? Parce que l'Azerbaïdjan fournit à Israël une grande partie de son pétrole et de son gaz naturel, parce que le Mossad a installé des stations d'écoute, enfin l'unité 8200 d'Amman et le Mossad ont installé des stations d'écoute ou des stations opérationnelles en Azerbaïdjan pour infiltrer l'Iran, puisqu'ils rentrent par le nord de l'Iran. L'Azerbaïdjan était, et jusqu'à ces derniers mois, était en assez mauvais termes avec l'Iran. Et en plus, Israël vend énormément d'armes à l'Azerbaïdjan. Voilà. Et ce que je trouve hautement condamnable, c'est que l'État hébreu, qui incarne le peuple qui a été victime d'une Shoah inqualifiable entre 40 et 45, n'a jamais reconnu le génocide arménien. Jamais reconnu le génocide arménien, j'insiste bien, qu'un certain nombre de rabbins extrémistes se sont réunis au cours de l'été 2022 ou 2023 à Bakou, en Azerbaïdjan, régime totalitaire, et qu'ils ont, au retour, pour certains d'entre eux, dénié aux Arméniens le droit de parler de génocide, car le seul véritable génocide, c'est le leur. Alors, vous voyez, si on veut créer de l'antisémitisme, alors encore une fois, ce ne sont là que des individus. Encore une fois, ça ne représente pas la communauté. Il y a eu beaucoup de réactions en France contre ça, où des gens de la communauté juive ont dit c'est absolument un scandale que ces rabbins se réunissent à Bakou. Le journal Haaretz, notamment un journaliste qui s'appelle Avichar, a fait de très très nombreux articles pour dénoncer ce genre de choses, pour dénoncer les livraisons d'armes d'Israël à l'Azerbaïdjan. Ce qui montre encore une fois que malgré ses défauts, il y a un vrai débat en Israël, il y a des gens qui sont pour la solution à deux États. Mais trop souvent, nous refusons à toute critique contre l'État hébreu, et je pense qu'il faut le faire. Il faut reconnaître les vertus et les choses qui doivent être reconnues, mais il faut aussi les critiquer quand il le faut. Et que ce soit sur la question des frontières, le droit à la sécurité est légitime d'un côté, mais ça ne veut pas dire qu'il faille exterminer les autres populations. Et voilà, et l'histoire de l'Arménie, pour moi, est aussi un marqueur fort en tout cas chez les autorités israéliennes, de cet égoïsme majeur. Alors, quand je dis qu'il n'y a jamais eu de reconnaissance du génocide arménien, jamais officiellement, le président Weizmann, un jour, dans un discours du bout des lèvres, l'a dit. Mais voyez, quand on est le peuple qui a été victime de la Shoah, ne pas reconnaître que quelqu'un d'autre a été victime d'un génocide me fait bondir. Chemin vers la paix au Moyen-Orient, est-ce que la situation en Syrie, vous l'avez dit, hein, ils sont fatigués, fatigués de la guerre et peut-être vont être forcés à l'unité, mais néanmoins attaqués par le nord par la Turquie, par l'ouest par Israël. Euh, voilà, quels seraient les éléments qui pourraient permettre de cheminer vers la paix? Sont-ils encore possibles, étant donné que Israël ne jure que par aujourd'hui le seul ennemi encore debout, j'ai envie de dire, et parle de l'Iran, et on sent que cette escalade n'est pas terminée. Non, mais malheureusement, les Israéliens se disent que peut-être il faut continuer à profiter de la situation et d'aller cogner en Iran. Je pense que, je reviendrai à la Syrie dans un instant, je pense qu'ils font une erreur. L'Iran est un pays très nationaliste. Je m'y rends souvent, je le mesure. Ça ne veut pas dire que tous les Iraniens, loin de là, sont favorables au régime des mollahs. On sent que le besoin de changer est de plus en plus fort, mais il ressort de ce que je vois, quand on en parle avec quelques spécialistes, que ce changement ne peut venir que par l'intérieur. S'il est imposé par l'extérieur, il sera rejeté. C'est Euh, clair. et on se dit que le régime des mollahs pourrait bien tomber, aurait peut-être même pu tomber, mais que ceux qui pourraient les remplacer, ce sont les passedarans. Et donc les gardiens de la Révolution, qui sont beaucoup moins religieux que les mollahs, qui sont très impliqués dans les affaires, on pourrait avoir d'une certaine façon comme substitut un régime militaire qui lâche un peu de l'Est. Vous voyez une espèce de glissement en douceur d'une partie plus religieuse de la nomenclatura iranienne vers une partie plus militaire mais moins religieuse. Seulement parmi les personnes dont on pense qu'ils auraient pu être des chefs d'État, il y avait Soleimani, puis ses successeurs. Et finalement, Soleimani a été éliminé par les Américains
Irak, et puis des deux autres successeurs, donc, qui étaient les patrons de la force Al-Qod, ont été éliminés dans l'attaque du consulat de Syrie à Damas. Donc, et aujourd'hui, on s'est dit qu'il y a un vide en Iran. Donc, ça, c'est pas nécessairement très encourageant. Ça peut prolonger le régime des mollahs de quelque temps. Mais effectivement, les seuls qui ont réussi aujourd'hui à faire enfin aujourd'hui, il y a l'année dernière, à faire un grand pas en matière diplomatique sont les Chinois, en permettant une rencontre et un rapprochement entre l'Arabie Saoudite et l'Iran pour une zone plus pacifique. En ce qui concerne les Syriens, je vous le disais tout à l'heure, j'ai beaucoup de mal à voir si ça va aller dans le bon sens ou dans le mauvais sens. Mhm. Parmi ceux qui disent mes contacts à Damas et Alep, ils me disent quelque chose de très surprenant que j'écoute, hein, mais auquel j'ai du mal à croire. Ils me disent, pour la première fois, les Syriens ont découvert la liberté. Quand le régime de Bachar est tombé, en l'espace d'un mois, non seulement les gens des grandes villes ont découvert la liberté, mais aussi un certain nombre de personnes qui sont rentrées ont goûté à la liberté pendant qu'ils étaient réfugiés en Europe ou ailleurs. Et on dit beaucoup, d'après ce qu'ils me rapportent dans les rues de Damas, en disant plus jamais nous n'accepterons des régimes totalitaires chez nous. Alors, et c'est ce qui les amène d'ailleurs à avoir une forme de ciment entre les différentes communautés religieuses, en disant on ne laissera pas au gouvernement actuel la possibilité de faire tout et n'importe quoi en s'y opposant. Est-ce que c'est quelque chose de fond qui va être traduit dans les faits? Est-ce que c'est un espèce de sursaut d'embellie dans une période où tout est beau, où ils découvrent une liberté qu'ils n'ont pas connue pendant longtemps? C'est très difficile à dire pour moi, j'ai pas plus d'éléments à dire, mais ça pourrait être un facteur important pour une évolution de la Syrie vers quelque chose de plus positif. Mais ça peut être aussi, on peut aussi avoir à faire une réaction extrêmement violente du régime actuel. Il ne faut pas oublier que c'est un régime d'islamistes et de terroristes. Ils ont fait plus de morts que Bachar el-Assad, hein, qui n'était pas un saint, loin s'en faut. On a l'actuel Premier ministre est un homme qui est un juriste qui a permis, qui a donné l'ordre d'égorger des femmes, enfin dans des jugements, qui a assisté. Joulani est quand même un terroriste de la pire espèce. Donc tous ces gens, pour l'instant, font amende honorable. Est-ce que c'est de la dissimulation? Est-ce que c'est une véritable évolution? Est-ce qu'ils ont été achetés? Je cite parfois en exemple le cas de Abdelhakim Belhadj, qui était un des patrons des islamistes libyens, qui a rejoint Al-Qaïda, qui est passé par Guantanamo et qui est revenu dans les valises des Américains en Libye au début de la crise libyenne en 2011, et qui puis finalement ne s'est pas retransformé en islamiste, est aujourd'hui un homme d'affaires extrêmement riche, que l'on soupçonne fortement d'encourager l'immigration, parce que ça lui fait aussi l'immigration clandestine par mer, parce que ça lui fait gagner beaucoup d'argent, mais un petit peu comme Al-Joulani, il avait laissé tomber la Kalachnikov et la djellaba pour mettre le costume et la cravate. Donc est-ce que ce sera une évolution similaire? Est-ce que Joulani ne sera pas renversé lui-même par plus islamiste que lui? Pour l'instant, je crois que personne ne peut le dire. On va rester dans l'observation. Alors, un des acteurs absents dans toutes enfin, dans toutes les analyses que vous faites, c'est la France. Quel rôle joue la France par rapport aussi au Liban, dont elle était censée être un petit peu la protectrice par rapport à la Palestine et aux événements génocidaires qui s'y passent? Il semblerait que les nations européennes soient pour le moins muettes. Est-ce parce qu'elles sont impuissantes? Est-ce parce qu'elles sont inféodées aux Américains et puis que du coup elles attendent leur marche à suivre? Ou alors elles ont autre chose à faire, engluées dans leur propre corruption? On voit en France actuellement avec des gouvernements tout sauf stables, dans une crise démocratique aussi assez profonde, hein, puisque pour l'instant on a beaucoup regardé sur l'extérieur, mais des fois quand on regarde plus proche de ce qu'on souhaiterait, ce qu'on prétend vouloir voir advenir en Syrie ou ailleurs, c'est-à-dire une véritable démocratie, eh bien on voit qu'elle n'existe pas forcément sous nos latitudes non plus. Je suis entièrement d'accord avec vous. Vous l'avez compris, je suis très critique sur les Américains et les Israéliens, mais je le suis encore plus sur mon propre pays. Je crois que toutes les démocraties occidentales et européennes en particulier traversent une crise profonde. Profonde. Une crise démocratique, une crise de valeurs, une crise existentielle, et que celle-ci est encore plus marquée au niveau, et pardon, elle est caractérisée par un divorce de plus en plus profond
tout cas un fossé de plus en plus profond entre les élites et la population, et d'une certaine manière aussi entre les villes et les campagnes, entre ces élites et ces villes mondialisées qui ont accès à un certain nombre d'avantages et des campagnes qui sont dans lesquelles on peut encore retrouver le bon sens paysan. C'est quelque chose qui me frappe parce que quelle que soit la capitale européenne dans laquelle on se déplace, on voit que nos grandes capitales ne représentent plus le pays profond. Qu'on soit à Rome, à Bruxelles ou à Paris, on est dans des villes qui sont riches, dans lesquelles on trouve à la fois les gens les plus riches du pays et les plus pauvres, c'est-à-dire les émigrés qui sont arrivés, qui font des... Voilà. Et il faut partir souvent à 40-50 km de ces grandes agglomérations pour retrouver un pays profond, plus proche de sa propre histoire. Et je le vois bien sûr en France, mais moi qui suis souvent en Italie, voilà. Je ne connais pas assez la Suisse pour m'en rendre compte, mais c'est vraiment quelque chose qui me frappe également en Angleterre, où il y a un véritable racisme, anti-blanc d'ailleurs, des élites par rapport à ces classes paupérisées. Donc là, il y a un vrai problème. Euh, alors, pour ce qui est de la France, nous sommes comme les autres en train de traverser une crise extrêmement profonde qui est principalement due à, comment dire, d'abord à la réalité de la situation mondiale. On représente moins d'1% de la population mondiale, moins de 2% de la production industrielle. Donc, si les Français sont encore arrogants, et malheureusement c'est encore le cas d'une partie de nos élites, ça n'a plus beaucoup de fondement. Mais nos élites accélèrent ça, puisqu'on a des élites qui sont totalement mondialisées, totalement européistes, totalement soumises aux Américains, soit parce qu'elles se croient impuissantes, tout simplement parce qu'elles n'ont pas le courage, comme ça avait été le cas sous le général de Gaulle, de prendre un certain nombre de décisions délicates qui nous permettraient de retrouver de la souveraineté, soit parce que certains sont convaincus que notre heure est passée, c'est ce que j'appelle les gallo-américains, comme il y a eu les gallo-romains sous l'Empire romain, où les gens considèrent que finalement, si nous ne sommes pas tous unis en Europe et avec les Américains, nous n'existons plus. Et puis, il y a surtout beaucoup de gens qui sont impuissants parce que euh, par différentes raisons, ils peuvent être tenus par nos amis américains. Et ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas écarter. Je ne peux pas en donner de preuves. Je ne dis pas que c'est le cas de tout le monde, mais imaginez bien que le plus grand service de renseignement au monde, c'est la NSA américaine, le service d'interception d'écoute électronique et informatique. Je suis à peu près convaincu, ayant des éléments fiables sur le sujet, qu'il n'y a pas un compte en banque dans le monde, ou presque, qui échappe à la NSA. Et donc, nos amis américains doivent disposer de très nombreuses informations sur les comptes offshore cachés de beaucoup de dirigeants européens, dont français, et ont par ce moyen, à mon sens, une capacité de pression contre eux, indépendamment du fait qu'eux-mêmes peuvent être aussi encouragés à aller dans un certain sens contre des, je dirais, des avantages en nature. On le voit d'ailleurs sur la crise ukrainienne, où tous ceux qui ont officiers ou généraux qui ont servi à l'OTAN continue à tenir des discours tellement pro-américains que c'en est risible. Donc il y a ce problème, mais je pense que le problème n'est pas que français, il est européen. À mon sens, les Allemands sont les plus touchés. Ceux qui s'en tirent le mieux sont les Italiens. Il faut saluer nos amis italiens sur un certain nombre de sujets en politique intérieure et économique. L'Italie vient de devenir la quatrième puissance exportatrice mondiale. Ils ont sous l'égide de Mélanie, enfin, résolu en partie un problème de l'immigration. On est d'accord ou on n'est pas d'accord, mais ils ont pris des décisions. C'est ce que, en tout cas, ils n'ont pas procrastiné comme on le voit dans les autres pays. Maintenant, la France n'a plus les moyens de sa politique. Je ne dis pas que nous ne pourrions pas les avoir, mais en tout cas, rien n'a été fait pour que nous les ayons. Depuis la fin de la guerre froide, nous avons réduit considérablement nos forces armées, d'ailleurs comme beaucoup des pays de l'Union européenne. Nous avons failli abandonner totalement notre nucléaire alors que c'était l'une des rares forces de notre pays, nucléaire civil, évidemment, le nucléaire militaire est conservé. C'était à la fois un principe d'autonomie par rapport au marché du gaz et du pétrole, mais aussi un principe, comment dire, un facteur qui permettait aux entreprises françaises d'être un peu plus compétitives face à leurs concurrents en fonction des charges que nous avions de la fiscalité française qui est très lourde. Ça leur permettait d'avoir des coûts d'énergie un peu moins élevés, ce qui leur redonnait un peu de compétitivité. Mais c'est aussi le fait que nos élites sont européistes et pro-américaines et que finalement elles font le jeu des États-Unis et que je crois qu'elles ont à la fois perdu de l'ambition, mais surtout, elle manque d'imagination et de courage, d'imagination en disant
Il ne s'agit pas pour un pays comme la France, qui n'a que 68 millions d'habitants, de jouer un rôle de premier plan dans le monde. Ce serait complètement illusoire. Nous sommes une puissance moyenne. Voilà, nous avons la chance d'avoir une langue qui est parlée quasiment sur les 5 continents, d'être une puissance nucléaire. Donc nous devrions profiter de cette situation pour être les premiers avocats du multilatéralisme et jouer un rôle de troisième voie, comme l'avait fait le général de Gaulle. Malheureusement, depuis le début de la crise en Ukraine, Macron s'est totalement aligné sur les États-Unis. Puis je rappelle qu'il a supprimé le corps préfectoral en France, qu'il a dissous le corps diplomatique. Voilà, ça a été je dirais, en dehors de sa politique politicienne. Je dirais les décisions qu'il a prises sur l'administration sont absolument déplorables et je pense que nous mettrons des années à nous en remettre si nous nous en remettons. Et vous êtes gentil. Moi, je dirais qu'on a affaire à une bande de dégénérés qui sont assez médiocres en fin de compte, hein. Alors, vous avez dit peu d'imagination. Moi, je trouve que c'est vraiment des gens qui voient pas beaucoup plus loin que leur bout de leur nez et de leurs petits intérêts du moment, hein. Enfin, une immaturité quand même moi, quand je regarde aussi un peu l'histoire des politiques, il me semblait qu'il y avait un petit peu des gens d'envergure, avec des visions, avec une volonté qu'on comprenait. Alors peut-être bien sûr de la corruption, mais une certaine volonté de défendre l'intérêt public, ça n'existe plus tellement en Occident à l'heure actuelle. En tout cas, c'est pas évident de le discerner s'il existe. Non, non, vous avez raison. Comment dire, je suis gentil entre guillemets, c'est-à-dire que je ne suis pas un spécialiste de la politique intérieure. J'observe un certain nombre de choses, mais ce qu'il y a, c'est qu'on est, on le disait tout à l'heure, dans une vraie crise occidentale, européenne, avec une forme de décadence et de déliquescence Mhm. qui peut être ralentie et qui pourrait être même, je dirais, interrompue. Alors moi, il y a plusieurs explications. Nous n'avons pas connu de guerre depuis 1945. Nous sommes des générations de nantis. Hein. Donc, nous sommes aujourd'hui la troisième génération après la Seconde Guerre mondiale qui n'a jamais connu de conflit. Et encore, nous, Français, nous avons connu les guerres coloniales et nous avons encore des opérations extérieures qui nous permettent, en tout cas à une partie de la population, ceux qui font ces conflits, de savoir ce que c'est que la guerre. Et c'est un peu présent dans nos médias et par la famille. Mais ensuite, il y a une régression de l'éducation et du niveau éducatif à peu près partout. Et puis, il y a une chose qu'il ne faut pas oublier dans tous nos pays occidentaux, c'est qu'avec l'augmentation, je dirais statistique du niveau de l'éducation, on remet de plus en plus en cause nos élites dirigeantes. Jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, il y avait une vraie différence entre les élites dirigeantes en termes de niveau d'éducation et l'ensemble du corps électoral. Et ce fossé s'est absolument réduit partout, ce qui est une bonne chose, mais ce qui rend la vie d'un politique, quel qu'il soit, beaucoup plus difficile, parce qu'il a en face de lui peut-être 50%, 70% de l'opinion qui a un avis fondé sur un certain nombre de choses, et donc les contestations sont de plus en plus fortes. Ce qui a amené un certain nombre de théoriciens de l'action politique à dire il faut bien sûr qu'on développe de plus en plus les jeux et la télévision et tout ça pour détourner l'intérêt d'une population qui est devenue plus éduquée Divertir. pour ne n'empêche pas de gouverner. Je pense que cette théorie n'est pas sans fondement. Est-ce qu'elle a été appliquée ou pas? Je ne sais pas. Après, il y a ensuite, on est passé dans une logique qui est de plus en plus économique, où j'ai envie de dire, sur une classe d'âge, les femmes et les hommes les plus intelligents se dirigent plutôt vers l'activité économique pour gagner de l'argent que de rentrer dans une vie politique qui est quand même dans laquelle on est très attaqué, très perturbé. Et donc, quand ce n'est plus l'élite d'une nation qui fait de la politique, et ben, on a les résultats qui sont ce que l'on voit. Oui, on voit une reprise de la corruption dans nos classes politiques, je crois à peu près partout en Europe, qui est un peu plus importante que ce qu'il y avait il y a une vingtaine d'années. Et puis surtout, l'Union européenne a eu un effet négatif, c'est-à-dire que ça a amené, vous me pardonnerez cet anglicisme, un phénomène de groupthink, comme disent les Anglais. C'est-à-dire que tous ces dirigeants politiques sont en permanence ensemble, qu'ils soient danois, estoniens, français, allemands, peu importe, polonais ou autres, ils se voient plusieurs fois par mois Mhm. et ils finissent par tous penser la même chose. Et ils sont de plus en plus en décalage avec leur pays respectifs. Et donc, quand en plus ces élites se trouvent sous un contrôle américain, et ben voilà, ça entraîne les situations que l'on connaît aujourd'hui, avec, je dirais, des erreurs, des médiocrités. Quand on voit le niveau des ministres un peu partout, je pense à la ministre des Affaires étrangères allemande, c'est absolument affligeant quand on voit ce qu'elle dit et son niveau. Je dirais que nos ministres des Affaires Barbock. étrangères
voilà, ne valent pas mieux, hein, entre nous, hein, même si certains ont fait de brillantes études. Mais voilà, nous sommes confrontés à peu près partout, partout en Europe à cela, et en France en particulier. Je ne sais pas comment nous allons inverser ce phénomène, parce que je ne vois nulle part dans nos pays européens apparaître une relève qui soit à la fois une relève énergique, mais en même temps mesurée. Je ne pense pas que ce soit l'AfD en Allemagne qui soit la solution. Voilà, c'est la, est-ce que des gens comme Nigel Farage, Marine Le Pen et autres dans nos pays respectifs vont apporter des solutions? Je ne le crois pas non plus à titre personnel. Mmh. Alors, si on revient sur la question des renseignements, donc vous, vous avez notamment créé ce centre de français des recherches sur le renseignement. Dans quel but? Donc, avec Jacques Beau, qu'on apprécie beaucoup, lui aussi, il a gardé cette même logique, hein, de lorsqu'il était militaire, comme vous, et puis essaye d'utiliser cette compétence pour informer, du coup, peut-être via des médias moins traditionnels, un peu dans le but d'informer ou de donner des informations qui permettront après à chacun, à chacune, justement, d'être un peu moins ignorante, voilà, tout simplement, pour commencer, si on veut rester modeste, et puis de manière ultime, d'être aussi bien informé que ceux qui décident, de sorte, idéalement, à les pousser, mais ça n'en prend pas le chemin. Alors, quelle est, vous, votre démarche et qu'est-ce que représentent les renseignements pour vous? Alors, ce qui est intéressant, et vous avez raison de citer Jacques Beau, parce que je connais bien Jacques et je vois sa méthode de raisonnement. Nous avons tous finalement la même déformation. Je crois que c'est une déformation positive, mais quand on est dans le renseignement, finalement, on fournit de l'information à des décideurs. Et que quand on leur donne quelque chose, il faut que ce soit absolument certain. Et que, parce qu'on sait qu'ils vont prendre des décisions à partir des éléments qu'on leur apporte, et que ces décisions vont engager la communauté nationale, ou quand on le travaille depuis, comme on le fait depuis une dizaine d'années pour des entreprises, le décideur doit prendre des décisions. L'homme du renseignement, généralement, est toujours mieux informé que le décideur. Seulement, l'homme du renseignement est censé être neutre, puisqu'on lui demande d'être très factuel, alors que le politique ne l'est pas. Le politique va prendre une décision en fonction des éléments d'information qu'on va lui transmettre, mais de ses intérêts personnels, de la manière dont il doit diriger le pays, de d'autres canaux d'influence de son entourage qui peuvent le porter. Et je dirais que euh, c'est ça qui caractérise tous ceux qui, comme Jacques Beau, quelques autres, et moi-même avons été dans ce métier, surtout en tant qu'analyste, c'est-à-dire que nous ne nous intéressons qu'aux faits. Si les faits dérangent, eh bien tant pis, on sera des Cassandres, on va apporter une mauvaise nouvelle à un président de la République ou un ministre, mais on sait que pour prendre ses décisions, il faut qu'on lui donne un élément qui est important. Et il y a une deuxième chose qui nous différencie comment dire, des journalistes, parce que quand on parle de renseignement, moi j'ai coutume de dire, nous sommes des spécialistes de l'information. Et en fait, il y a trois métiers qui sont spécialistes de l'information. Il y a les hommes du renseignement, les universitaires, parce qu'un universitaire, un chercheur, travaille normalement de manière très scientifique et rationnelle, en pesant le pour et le contre. Et puis, il y a les journalistes. Donc, on peut nous dire, voilà. Le seul problème, c'est que les journalistes, parmi ces trois métiers, sont ceux qui vivent de l'information. Nous ne vivons pas de l'information dans le renseignement, et les universitaires n'en vivent pas non plus. Donc, quand on nous dit, mais finalement, qu'est-ce que vous faites de différent par rapport à un journaliste? C'est effectivement totalement différent. Quelques journalistes d'investigation font un travail sérieux, mais dans un journal, aujourd'hui, ce qui fait vivre, c'est le prix du papier, c'est la publicité selon les ventes. Donc, tout ça, ce sont les ventes. Tout ça influe obligatoirement et oriente l'information. Donc, l'information du monde médiatique n'est quasiment jamais neutre. Voilà, alors que nous, dans le renseignement, nous sommes tenus d'être totalement neutres, et dans la formation qui nous est donnée, on nous apprend systématiquement à aborder un sujet avec un certain nombre de démarches qui nous permettent d'avoir le point de vue le plus objectif possible. Je vais vous donner juste un exemple. La première fois que je me suis rendu en Syrie en 2011, j'avais un fixeur à Damas qui était la personne donc, qui nous organisait un certain nombre de rendez-vous, qui était une jeune femme chrétienne, ingénieure. Et un jour, va prendre un café, elle ouvre son portefeuille pour régler le café, et je vois une photo de Nasrallah. Et je lui dis, mais comment toi, qui es chrétienne et qui es une femme, peux avoir une photo de Nasrallah dans ton portefeuille? Et elle m'a expliqué, écoute, ben, elle me dit, je sais que pour nous, pour eux, musulmans, chiites, fondamentalistes, ces musulmans nous considèrent, nous, chrétiens, comme des sous-hommes, entre guillemets, je grossis un peu le trait. Mais elle me dit, beaucoup de choses de ce qu'est dit Nasrallah est vrai. Vous voyez, encore une fois,
si on part du principe que nous sommes occidentaux, que nous avons raison, que Nasrallah est un salopard parce qu'il s'en prend à l'État hébreu, enfin, euh, Ça suffit mais pas. en tant qu'officier de renseignement arrivé sur le terrain, moi ce qui m'intéresse, c'est de pourquoi, voilà, pourquoi est-ce qu'une femme qui est chrétienne réfléchit de cette manière-là? Et qu'est-ce qui, dans le discours de Nasrallah, fait en sorte qu'il entraîne une adhésion de la part des chrétiens? Et ça, voilà, donc on rentre dans des approches culturelles, dans des approches de compréhension, ce qu'on appelle les positions de perception. Et donc ce travail du renseignement nous amène finalement, si on n'est pas orienté, parce que vous trouverez toujours des anciens des services qui sont partiaux et orientés dans leurs analyses. Voilà, c'est pour ça que souvent, et je le vois aux États-Unis, je le vois en Allemagne, je le vois en Suisse, en Belgique, un certain nombre d'anciens sont quand même assez beaucoup plus neutres sur les positions. Et par exemple, sur le conflit ukrainien, moi qui étais officier pendant les dernières années de la guerre froide, même si je ne m'occupais pas de l'Union soviétique, donc je mesurais pleinement, je peux vous assurer, la menace que représentait l'Union soviétique. Euh, et que la Russie n'a plus rien à voir avec ce régime. Mais beaucoup de gens continuent, surtout aux États-Unis, mais dans certaines élites européennes aussi, à considérer que la Russie est la poursuite de l'URSS, qu'elle représente un danger, que voilà. Et donc, il y a un déni du réel que normalement nous n'avons jamais dans le renseignement, parce que si nous avons un déni du réel, nous ne faisons pas bien notre métier. Voilà, c'est ça qui me semble important. Et pour prolonger, pourquoi est-ce que nous avons créé le Centre français de recherche sur le renseignement en 2000? Nous allons fêter nos 25 ans au mois de mars prochain. Alors, il y avait plusieurs raisons. D'abord parce que moi, j'observais qu'il n'y avait pas en France et dans le monde francophone de démarches d'études académiques ou journalistiques sur ce qu'était le renseignement. Trop souvent, c'est un métier, un monde qui est perçu à travers les fictions, les films et tout ce qui peut avoir. Donc, soit on nous prend pour des magiciens capables de tout, soit on nous prend pour des barbouzes inavouables qui ne font que des coups tordus. La vérité est bien sûr largement entre les deux. Donc, on observait que depuis les années 80, il y avait un vrai courant d'intelligence studies aux États-Unis, puis ça s'est mis en place dans les années 90 en Grande-Bretagne. Et donc, on est arrivé en disant, bah, il faut qu'on fasse pareil, début des années 2000, avec une triple démarche de vouloir avoir une action pédagogique sur les élites, on va dire les parties prenantes, comme on dit, à la politique publique, c'est-à-dire les militaires, les politiques, l'administration, qui connaît très mal le renseignement en France. Également avoir une action vis-à-vis de la population, c'est-à-dire du grand public, à travers les chefs d'entreprise, à travers le monde académique, et également une action en direction des médias, pour intervenir avec eux, qu'ils expliquent mieux ce qu'était le renseignement, parce que nous sommes dans des démocraties, le renseignement est utile, il doit être contrôlé par les parlementaires. Il y a des choses qui doivent échapper, elles sont très très ténues, mais qui doivent malgré tout échapper aux parlementaires et rester qu'au contrôle de l'exécutif. Mais il faut une véritable réflexion autour de ça. Et voilà, ça a été notre démarche. Nous là, voilà, 25 ans bientôt. Et c'est quelque chose qui nous a toujours motivés, parce que la moitié de mes chercheurs sont des anciens du renseignement, l'autre sont des autres sont des universitaires, mais nous avons tous ce sentiment que finalement c'est un métier qui est très très mal compris en France, à la différence de ce qui se passe en Grande-Bretagne, en Israël et en Russie, parce que je dirais que les Américains ne sont pas nécessairement mieux lotis que nous. Hmm. Alors, j'ai l'impression que c'est toujours des anciens, justement. Est-ce que ça veut dire que quand on est dans les renseignements actuellement, on est quand même déjà un peu muselé, et puis que si on dit trop de vérités qui fâchent, eh bien finalement, on va peut-être être mis de côté ou relégué Alors, d'abord, je ne peux pas vous répondre parce que je ne sais pas ce qui se passe dans les renseignements actuels, c'est une de règle. certainement des contacts. Oui, oui, mais mes camarades, je préfère parfois qu'ils ne me disent rien plutôt qu'on me dise des choses que je ne dois pas répéter parce qu'on fait parfois des erreurs. Et voilà. Mais au-delà de ça, effectivement, on a à toutes les époques, en tout cas depuis qu'on trouve des traces dans les archives, il y a ce qu'on appelle la politisation du renseignement. C'est-à-dire que, euh, c'est-à-dire que les services, à un moment donné, dans un pays, un service dans un pays donné, peut se dire, je vais dire finalement ce que le pouvoir exécutif veut entendre. Nous avons eu ce cas-là en 2013 sur la Syrie. Moi, je rentrais de Syrie avec un certain nombre d'autres amis dont je vous ai parlé, qui étaient eux-mêmes des anciens patrons de service, et nous avons vu sortir des notes françaises totalement fantasmagoriques. Hein, parce qu'à un moment donné,
ça c'est quelque chose dont j'ai déjà parlé, les services de renseignement français, à force d'expliquer à l'Élysée que la majorité de la population continuait à soutenir Bachar, que Bachar, même si c'était pas un enfant de cœur, en tout cas dans ces années-là, n'était pas du niveau de ce qu'avait été son père, et ça déplaisait beaucoup à l'Élysée. Au bout d'un moment, ils se sont dit, si on continue à leur donner tout le temps des mauvaises nouvelles, ça va avoir un impact sur notre crédibilité, sur nos budgets. Donc certains, je pense à un patron que je ne citerai pas, a décidé de dire à l'Élysée ce qu'il voulait entendre. Voilà. Dans l'histoire, on le trouve tout le temps, hein, alors là, c'est la politisation. Il y a pire que ça, il y a l'instrumentalisation. C'est ce qu'ont fait les Britanniques pour justifier avec les Américains, et les Américains d'ailleurs, l'invasion en Irak, où tout a été faussé. Et puis, il y a le phénomène le plus fréquent et le plus classique, c'est que l'information que vous donnez n'est pas prise en compte. Mhm. Voilà, parce qu'elle déplaît au Oui, c'est pouvoir, ça. parce qu'il y a d'autres intérêts en jeu. Ça, c'est très très fréquent, c'est les cas de Mhm. figure. Mais en même temps, c'est pas le service de renseignement qui dirige le pays, c'est le politique. Ouais, bien sûr, et c'est normal. Voilà. C'est En- normal. Donc, on n'a pas à se plaindre de ça. Ce dont on doit se plaindre et ce qu'on doit condamner, c'est la politisation et l'instrumentalisation. Hmm. Et en ce sens, ça rejoint un petit peu le journaliste qui des fois travaille pour fournir à son patron ce que son patron veut qu'il fournisse. C'est-à-dire qu'il y a des publicitaires et des jeux d'intérêt qui sont les mêmes. Il me semblerait que ce soit une réalité humaine, ma foi, de se corrompre trop souvent, je trouve, surtout pour des piliers si importants pour la démocratie. Donc là, je parle évidemment du droit à l'information. Oui, vous avez absolument raison. Je pense que quand on critique la presse, et il y a de plus en plus de raisons de la critiquer, surtout les médias mainstream, on ne fait pas assez la différence entre le travail du journaliste de terrain, qui lorsqu'il a fait un papier ou un reportage, envoie ça à sa rédaction. On va avoir un secrétaire adjoint de rédaction, puis un secrétaire de rédaction, puis un directeur adjoint de la rédaction, puis un rédacteur en chef, puis un directeur de la publication, qui chacun vont mettre leur grain de sel, et ça peut parfois donner un résultat totalement différent à ce qu'a vu le journaliste sur le terrain. Maintenant, ce que j'observe en France, notamment, c'est un niveau de plus en plus déplorable de culture générale des jeunes journalistes, mais finalement, c'est pas différent il représente en cela la jeunesse française, mais surtout une orientation politique qui va dans un seul sens. Hein, et je pense que on a besoin de pluralité dans tous les domaines, et malheureusement, la grande majorité de la profession penche d'un côté, et ça oriente automatiquement le résultat aussi bien des journaux écrits que télévisés, ce qui est bien sûr tout à fait condamnable. Finalement, c'est pas tant la possession d'un journal par un homme d'affaires proche du président, parce que il y a souvent une réaction, je dirais, de rejet de la part du corps journalistique en disant c'est pas parce qu'on appartient à Dassault, à tel ou tel ami du président qu'on va écrire ce qu'il veut. Vous voyez, il y a C'est ce presque qu'ils un côté. croient, mais ils n'ont pas été engagés pour rien. C'est parce que ceux qui Voilà. les engagent, ils savent très bien jusqu'à où ils iront. Bien sûr, mais vous savez, quand un milliardaire achète un journal, c'est d'abord, il y a des objectifs financiers derrière, mais c'est parfois pour avoir un journal lequel il pourra faire passer des informations qui l'intéressent sur tel ou tel point, Oui, et c'est pas pour... nécessairement Mm. influer la totalité de la ligne éditoriale. Regarde, je vais prendre un exemple. Libération, journal de gauche en France, est dirigé par, son nom m'échappe à Xavier l'instant, Niel? non, 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 c'est. Oh, il me pardonnera ou il ne me pardonnera pas, mais son nom m'échappe à l'instant, un franco-israélien qui a servi dans l'unité 8200, donc qui est l'équivalent de la NSA, donc le service de renseignement Le Mossad. technologique. Mm. Non, 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 le Mossad est l'équivalent de la CIA, donc l'équivalent de la NSA. D'accord, C'est le pardon. service. En Israël, c'est Amman, le service de renseignement militaire, qui compte plus de 9000 personnes, qui a en son sein l'unité 8200 qui est chargée des interceptions. Donc, le directeur de Libération, qui après avoir quitté les services de renseignement israéliens est devenu journaliste, chez Haaretz, et est venu en France et a été sélectionné pour prendre la tête de Libération. Mm. Mais vous voyez, c'est malgré tout un des journaux qui est le plus dur sur la politique de Netanyahou aujourd'hui. Vous Ah, voyez, c'est à le cause Libération? Libération? oui. Voilà, Oui, donc c'est pour ça que moi je crains c'est de la plus. critique contrôlée, mais ok. Eh oui, mais c'est de la critique quand même avec des arguments qui sont assez fondés. Et donc je crains moi beaucoup plus, ou en tout cas je crains autant les défauts de formation et d'endoctrinement des journalistes sur les questions politiques et le recul général du niveau d'éducation en France que le contrôle par des pouvoirs financiers. Parce que de toute façon, et vous en êtes un exemple, on a de plus en plus de canaux alternatifs quand on veut s'informer. Mhm, tout à fait. Alors, vous parliez de faits tout à l'heure. Quels sont les faits sur la guerre actuellement
partir un petit peu à l'est et conclure cet entretien, m'aviez aussi dit que vous aviez des choses à dire sur la Russie et sur l'Ukraine. Quels sont qu'on pourrait considérer comme faits actuels sur la situation aujourd'hui des rapports de force, notamment de la Russie contre l'Occident? Parce qu'il faut aussi être honnête, là, c'est une guerre des Américains et de l'Occident pour affaiblir la Russie. Les Ukrainiens sont finalement que les victimes collatérales de gens comment dire, qui avancent leurs pions et défendent leurs intérêts, selon moi. Euh, Oui, vous avez raison, la population ukrainienne, mais pas les Ukrainiens. Le non. régime ukrainien, depuis l'indépendance, est l'un des régimes les plus corrompus au monde. Euh, et le régime ukrainien, depuis 2014, bafoue le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, a totalement empêché les populations du Donbass d'utiliser leur propre langue. Ils ont été interdits de le faire. Il y a eu des répressions extrêmement violentes. Donc, ce que l'on condamne quand d'autres régimes le font, on ferme les yeux sur les 15 ou 16 000 morts qui ont eu lieu dans cette région. Alors, effectivement, moi, je me souviens avoir noué à la fin de la guerre froide des contacts avec les services de l'ex-URSS, et principalement les gens du KGB. Et c'était et de la CIA, bien sûr, nous allions à des réunions, et c'était très intéressant de voir les mémoires, les visions déformées que nous avions les uns des autres. Ça m'a beaucoup frappé et donc ça nous a permis de voir, je dirais, de comprendre d'un côté que les Russes pensaient réellement qu'ils pourraient être agressés par l'Occident. C'était assez drôle. Nous-mêmes, nous mesurions finalement que la menace qu'il y avait en face de nous était peut-être moins importante que ce qu'on avait cru. Beaucoup de mes amis à l'époque, moi j'étais jeune, mais plus âgés que moi, qui avaient connu une grande partie de la guerre froide, des anciens des forces spéciales ou des services, qui sont allés, dès la chute du mur, créer des sociétés de sécurité à Moscou, sont rentrés en me disant, mais à cause des Américains, et les Américains nous ont poussé à surdimensionner la menace soviétique pendant la guerre froide. Je pense que ce n'est pas du tout infondé, et que, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y ait pas eu de menace, je suis assez ferme sur ce point. Et puis, donc ça nous a permis de continuer à discuter avec eux. Je me souviens un jour d'un voyage à Moscou, ça devait être en 2010 ou dans ces années-là, discuter avec un ancien officier du KGB qui me faisait la remarque suivante. Il me dit, tu sais, nous n'avons pas perdu la guerre froide. Notre régime a implosé. Le communisme ne pouvait pas marcher. Le système ne pouvait pas durer. Donc, ça a été une explosion. C'est terrible pour nous parce que c'est un retour en arrière, mais nous n'avons pas perdu la guerre froide. Aucun char américain n'est rentré sur le territoire soviétique. Nous avons rapatrié toutes nos troupes du pacte de Varsovie. Nous avons donné enfin, nous avons arrêter notre influence sur les ex-pays du pacte de Varsovie. Nous avons donné l'indépendance à un certain nombre d'ex-républiques de l'ex-Union soviétique. Nous avons rapatrié toutes les armes nucléaires sans qu'il n'y en ait aucune qui disparaisse entre les mains de terroristes et sans prolifération. Et il m'avait dit la chose suivante, il m'avait dit, ne nous traitez pas comme des vaincus. Nous ne sommes pas les Allemands de 1945. Et j'avais trouvé ça extrêmement pertinent. Encore une fois, je, on a tous ces biais cognitifs et mes amis russes l'avaient aussi, mais j'avais trouvé ça très intéressant. Et effectivement, quand on écoute les discours de Poutine et qu'on regarde l'histoire, il faut reconnaître que nous occidentaux et principalement les Américains, ne sont pas tellement les Européens, nous n'avons cessé de bafouer la Russie et les intérêts russes depuis la fin de la guerre froide. Je rappelle que lorsque Gorbatchev donne l'autorisation de la réunification de l'Allemagne, il est toujours opposé à ce qu'une Allemagne réunifiée rentre dans l'OTAN. Quelque temps après, l'Allemagne réunifiée rentre dans l'OTAN. L'OTAN, qui était une structure totalement défensive et qui n'avait, comment dire, qui n'était autorisée à intervenir que dans les pays qui étaient des États membres, a commencé à s'étendre, mais surtout l'OTAN en 1989. Voilà. Première chose, l'OTAN aurait dû disparaître. À partir du moment où le pacte de Varsovie a été dissous, l'OTAN aurait dû disparaître. Mais non seulement l'OTAN n'a pas disparu, mais non seulement elle s'est étendue, d'abord à l'Allemagne, ensuite à tous les pays de l'ex-pacte de Varsovie. En 1999, l'OTAN, et ça c'est un changement majeur qu'on oublie souvent, a sorti un texte selon lequel elle était maintenant autorisée, elle s'autorisait elle-même à intervenir hors zone. C'est ce qui s'est passé au Kosovo en Mhm. 1999, puisque ni le Kosovo ni la Serbie n'étaient des États membres de l'OTAN. Et puis, on l'a vu il y a quelques années, l'OTAN maintenant s'autorise à intervenir dans la zone Indo-Pacifique. Donc, c'est quelque chose qui est complètement ahurissant. Maintenant,
quand je dis que depuis 30 ans, on regarde les relations entre l'Est et l'Ouest, moi je suis toujours très attaché à l'histoire et je me souviens de ce qui s'est passé en 1918. La résolution et les conditions extrêmement dures qui ont été imposées à l'Allemagne en 1918 sont les racines même de ce qui est devenu la Seconde Guerre mondiale. Et à mon sens, une des erreurs, ça a été de faire à peu près la même chose avec la Russie après 1990. Donc nous n'avons pas tenu nos promesses sur l'extension de l'OTAN. Nous n'avons cessé finalement nous avons refusé, enfin les Américains ont systématiquement refusé toutes les avancées, toutes les propositions de la part de la Russie. La Russie avait demandé en 2000 enfin, Poutine avait demandé à Clinton, je crois que c'était en 2000 ou 2002, d'adhérer à l'OTAN. Il faut rappeler que la Russie s'était considérablement ouverte à l'Occident dès le début des années 90, sous Yeltsin, hein. Un homme comme Jeffrey Sachs, dont le jugement est toujours très pertinent, était un des économistes américains sur place. Ils ont imposé une cure à l'économie russe qui a été une vraie catastrophe. Ils ont essayé de la faire passer en 5 ans d'un régime communiste à l'économie planifiée à un régime libéral. Mais la CIA travaillait, le FBI travaillait, était sur place en Russie. Il y avait l'opération Ciel ouvert. Les Russes nous ont vraiment ouvert les portes. On ne peut pas dire qu'il n'ait pas fait ce qu'il fallait. Mais malgré ça, on a continué à les traiter comme les vaincus. À chaque fois que les Russes ont demandé que leurs intérêts de sécurité soient pris en compte, qu'une nouvelle architecture soit prise en compte, rien n'a été fait. Et je rappelle qu'ils n'ont jamais réagi, c'est peut-être là un de leurs torts. À chaque fois que l'OTAN s'est étendue, les Russes n'ont pas réagi. Et donc, ça a renforcé les Américains sur le fait qu'ils pouvaient continuer à pousser et que de toute façon, les Russes ne réagiraient pas. Et je dirais qu'on se souvient tous du discours de Poutine à Munich qui a commencé à dire, En 2008. là, attention, ça va, 2007, je crois, ça va loin. Il a commencé à réagir en Géorgie, hein, en 2008, Séti et Abkhazie, et il a commencé à prévenir ce qui allait se passer en Ukraine. Encore une fois, je rappelle en Ukraine, ce qui s'est passé en 2014 est un coup d'État financé par l'Occident contre un président Yanukovych élu légalement et démocratiquement dans une élection où étaient présents des observateurs de l'OSCE, l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, et que à partir du moment où si comment dire, les Ukrainiens avaient attendu un an de plus, il y avait des élections, donc ils auraient pu renverser légitimement Yanukovych plutôt que de faire un coup d'État. Donc il y a eu une agression russe au sens militaire du terme, c'est clair, une opération spéciale. Quand on essaie de nous vendre que la Russie veut envahir l'Ukraine, on voit que ça n'a aucun sens. D'abord, les Russes n'en ont pas les moyens militaires. Quand on nous sort tous les 2 mois, ça a été le cas avant Noël encore, du patron des services allemands en disant d'ici 2030, la Russie envahira l'Europe. Alors là, dans le mensonge le plus éhonté, tous les chiffres le prouvent, population, économie, démographie, forces armées, on est là dans une propagande absolument intense de l'Occident. Et on avait une réunion la semaine dernière avec quelques-uns de mes amis de la DST, qui était le contre-espionnage français pendant la guerre froide, pour qui Moscou était l'ennemi numéro un. Et ce qui est ressorti de ces discussions, c'est que tous arrivaient à la conclusion que la désinformation et la propagande occidentale aujourd'hui sur le conflit ukrainien est infiniment supérieure à ce qu'était la propagande et la désinformation de l'Union soviétique pendant la guerre froide. Et malheureusement, les médias mainstream en sont le principal vecteur. Alors évidemment, dès qu'on tient un discours comme le mien, on est bien sûr des adorateurs de Poutine. Je laisse ceux qui disent ça juger de leurs propos, ça m'est strictement égal. Mais ça montre à quel point soit ils sont aveugles, soit ils sont bêtes, soit ils sont tout simplement achetés par les Américains pour essayer de totalement faire passer un point de vue qui n'a aucun sens et qui de toute façon est un échec. Y a-t-il des indicateurs qui prouveraient que Trump pourrait changer ça? Certains, bah, de sa propre parole, disaient que ça lui prendrait 24 heures pour mettre la fin à la guerre. Alors, son investiture est pour bientôt, je crois, une dizaine de jours. Qu'est-ce que vous pensez que ça va changer? Est-ce que finalement la pression américaine va encore une fois changer et plutôt s'orienter vers, vous avez dit tout à l'heure que vous étiez spécialiste de l'Extrême-Orient, vers la Chine? Oui, alors là, il y a effectivement quelque chose qui va se produire. Alors avec Trump, il est capable de tout peut advenir. Je me garderai comment dire, d'un pronostic.
effectivement, il y a quelques mois, je disais, je ne suis pas sûr que Trump soit capable de résoudre rapidement cette crise parce qu'il y a ce qu'il veut lui, et puis il y a quand même tout un establishment autour de lui qui va essayer de traîner. Pourquoi? Parce qu'il y a des intérêts économiques forts de la part d'entreprises américaines en Ukraine, il y a les enjeux de la reconstruction du marché ukrainien, il y a ceux qui de toute façon vont, comme les démocrates, vont essayer de faire tout ce qu'ils peuvent pour savonner la planche à Trump. Voilà. Mais je suis moins sûr de ça aujourd'hui pour une raison simple, c'est que on voit bien que, on en parlait en début d'émission, que Trump est aujourd'hui épaulé par une équipe qui a une ligne stratégique assez forte pour qui l'ennemi numéro un, c'est la Chine. Euh, Encore une fois, non pas parce que la Chine menace la sécurité des États-Unis, parce qu'elle menace leur hégémonie. J'insiste vraiment sur ce point. Et donc, à ce moment-là, il faut absolument empêcher par tous les moyens la Chine de continuer à prendre du poil de la bête, si vous me permettez l'expression. Donc, ça ne sert à rien de continuer à se polariser sur la Russie, d'autant que la stratégie des néoconservateurs de Biden a été un échec, puisqu'ils ne sont pas parvenus à affaiblir la Russie. Au contraire, ils l'ont même aidé à se reconstituer et ils l'ont projeté dans les bras de la Chine. Donc je pense qu'effectivement, il peut y avoir un deal entre Trump et Poutine. Mais je ne suis pas sûr, pour le coup, que Poutine accepte une fin de conflit rapide. Parce que si Trump arrête d'aider les Ukrainiens, ce n'est pas les Européens qui prendront le relais. Donc Poutine peut être en situation d'exiger plus et de continuer à avancer. Alors, encore une fois, je dis qu'il n'y a, à mon sens, aucune chance que les. Et d'abord, ils n'en ont ni les intentions ni les moyens de contrôler toute l'Ukraine. Les Russes ne veulent surtout pas de zones dans lesquelles il y aurait de l'opposition et de la guérilla. Ils veulent. Comment dire, libérer les zones qui sont à majorité russophone. Ils veulent, comme ils l'ont annoncé depuis le début, dénazifier l'Ukraine, parce qu'encore une fois, nous, toutes nos démocraties européistes ne cesse de vilipender l'extrême droite, de l'associer aux néo-nazis. Alors, nous avons des groupes néo-nazis en Europe, c'est bien évident, mais des mouvements conservateurs ne sont pas nécessairement des mouvements d'extrême droite. Par contre, l'extrême droite ukrainienne, alors là, c'est l'extrême droite la plus formidable du monde. Ils ont beau être néo-nazis, avoir fait des massacres à tour de bras, continuer à faire des cérémonies de la pire espèce, ils sont soutenus par l'Occident. Donc, on est encore un exemple de deux poids, deux mesures. Mais Poutine ne veut pas de ces gens-là. Donc, je pense que, d'abord, puis je termine sur un autre point, les Russes ne veulent pas ou ne peuvent pas avancer plus vite. La guerre dure depuis 3 ans et c'est un peu comme la Seconde Guerre mondiale. Le front bouge très très peu. Donc ils solidifient leur position à chaque fois qu'ils avancent. Ils veulent un certain nombre de gains territoriaux. Est-ce que Poutine s'arrêtera aux 4 oblasts qu'il contrôle déjà en grande partie? Est-ce qu'il voudra prendre Kharkov, Odessa? Est-ce qu'il voudra aller jusqu'au Dniepr? Je suis incapable de le dire. Je ne suis pas sûr qu'ils en aient les moyens. Mais en tout cas, un certain nombre de journalistes, pas d'analystes, disent aujourd'hui qu'il pourrait y avoir un deal entre Trump et Poutine. Poutine fermant les yeux sur le Groenland, le Panama et les propos de Trump sur le Canada, à condition que, bien sûr, Trump, de son côté, lui dise, écoute, on te laisse la Crimée et une partie de l'Ukraine et on va s'entendre comme ça. Tout est possible, mais je pense que ce sera un peu plus complexe que ça. En revanche, je suis beaucoup plus inquiet sur la politique américaine à l'égard de la Chine parce que je pense que les Américains vont tout faire pour perturber la montée en puissance de la Chine et qu'ils pourraient utiliser Taïwan comme la Corée du Sud, comme ils l'ont fait avec l'Ukraine, comme Hmm. point. Alors on le voit d'ailleurs, parce que les deux dirigeants de ces pays-là, alors on l'a vu avec le président sud-coréen qui a essayé de rétablir la loi martiale, qui, Dieu merci, est neutralisée, mais le président de Taïwan aussi est un belliciste qui tient des discours extrêmement agressifs contre la Chine, pour l'indépendance. Je rappelle que personne ne soutient l'indépendance de Taïwan. Hein, le général de Gaulle pour la France, je ne sais plus qui était président des États-Unis à l'époque, j'ai un trou de mémoire, mais tout le monde a reconnu le fait que Taïwan appartenait à la Chine. Le régime actuellement, le parti actuellement au pouvoir était un petit peu comme en France, un parti tout à fait minoritaire. Il n'a été élu que par 34% des voix. Il y a donc une opposition très forte qui dit laissez-nous régler nos problèmes entre Chinois. Nous savons que d'une façon ou d'une autre, inéluctablement, les deux pays refusionneront, que les Américains ne viennent pas s'en mêler et nous créer une guerre, et que les Américains ne viennent pas en permanence faire des provocations en renforçant les garnisons au large des côtes chinoises. Voilà, c'est une de mes principales craintes pour garder le leadership, que l'agressivité américaine se déplace vers cette zone du monde et déclenche des tensions, voire des conflits. Alors, pour nous, Européens, ce serait le moindre mal parce que ça s'éloignerait de nous, mais pour la paix mondiale, ce serait là encore une fois une nouvelle catastrophe. Hmm.
Et enfin, comment un spécialiste du renseignement se renseigne? C'est une question qu'on pose de manière récurrente à nos invités. Ben voilà, je vous la pose. Alors, c'est effectivement une question importante parce que ça va permettre de comprendre pourquoi nous avons parfois des points de vue différents. Il y a quand même plusieurs choses qu'il faut avoir à l'esprit. L'expérience. Quand on a commencé, je dirais, c'est comme un joueur de foot, quand on a joué en première division, on connaît les trucs, les dessous des cartes, voilà. Donc on peut être un meilleur entraîneur que celui qui n'a entraîné que des clubs de régionaux ou municipaux. Ensuite, on a des contacts. On a des contacts avec ses camarades qui étaient dans les services à la même époque, ou ceux qui nous ont succédés, ou ceux qui nous ont précédés. Et puis, on a aussi des contacts, parce que depuis que nous avons quitté, nous sommes des citoyens comme les autres, mais on voyage. Et comme les gens du showbiz rencontrent les gens du showbiz, comme les musiciens et comment dire, les gens de la techno, nous, on se fréquente en temps. Donc, ça nous permet d'avoir des contacts avec des anciens des services syriens, russes, iraniens et autres. Ça ne veut pas dire qu'on est d'accord, mais on échange. Et puis, d'abord, nous passons beaucoup de temps à nous informer. Et on a cette capacité à avoir un filtre quand on prend l'information. Parce qu'on sait aussi comment marche le dessous des cartes. Pour avoir été sur des opérations, même en tant qu'analyste, on sait que quand les médias vous racontent ça, ça et ça, en réalité, ça ne s'est pas passé comme ça, parce que les événements qui ont provoqué telle ou telle chose se sont produits quelques années avant. Voilà. Donc on a cette expérience qui nous permet de regarder les choses de manière différente. On sait critiquer l'information. On n'est pas dans l'émotion. Et ça, c'est le problème numéro un de nos sociétés actuelles. Nous sommes dans l'émotion. Tout est fait pour encourager l'émotion. On rejette le rationnel. On rejette ce qui nous déplaît. On nous gave d'histoires en nous montrant les morts qu'il y a tous les jours en Ukraine. On ne vous montre pas les morts russes. On ne vous montre pas les morts syriens. On ne vous montre pas les morts en Ituri ou Kivu dans cette guerre entre le Rwanda et la RDC. Il y a eu autant de morts dans la guerre civile au Congo francophone, pas français, pas belge, qu'il y en a eu en Syrie dans la guerre civile. Donc tout ça, c'est des choses qu'on ignore. Et donc, voilà, nous ne sommes pas branchés sur l'information en continu, parce que nous travaillons sur des pays que nous connaissons et avec des éléments qui nous permettent de décrypter. Alors, nous ne sommes pas infaillibles, nous avons des biais cognitifs, on fait des erreurs nous-mêmes, mais en tout cas, je ne sais pas que je pense, je suis fermement convaincu qu'on a des qualités d'analyse qui sont infiniment supérieures à celles de beaucoup de journalistes. Il y a des très bons journalistes, mais aujourd'hui, vu qu'on est dans cette civilisation de l'information immédiate, les blogs, n'importe qui donne son avis sur n'importe quoi. Et on se retrouve parfois à échanger avec des gens qui n'ont aucune compétence et parce qu'ils ont vu 3 émissions de télé, veulent tenir un débat avec des spécialistes. On peut être entre spécialistes totalement opposés, mais au moins on est capable de s'apporter des arguments, des arguments voilà, les uns et les autres. Mais je vois que de plus en plus, ceux qui s'expriment n'ont aucune légitimité, mais alors le font avec une arrogance et une assertivité absolument effarante. Voilà, les experts de plateau, comme on les appelle. Eh oui. Alors, profitant du long format, est-ce qu'il y a quelque chose que vous dites pas, que vous auriez envie de dire, que vous n'avez pas eu l'occasion de dire dans les médias? Et sinon, je vous laisse le mot de la fin pour conclure cette émission. Merci Eric de Nessé. C'était un plaisir de vous avoir pour cette heure et demie. Et puis, j'espère que lors de votre prochain passage en Suisse, on aura l'opportunité de se voir peut-être en vrai. Merci à vous. Bah, écoutez, la prochaine fois que je passe, je pousserai jusque vers chez vous. Non, j'ai rien à ajouter. Je vous remercie de votre invitation. Pour soutenir cette chaîne et nous encourager, abonnez-vous et laissez un pouce bleu. Merci beaucoup.